Au début de notre histoire, il y avait des ténèbres. Mais il s'agissait d'une obscurité silencieuse, étouffante, qui existait par elle-même. Mais soudain, un jour, une lumière très vive s'est allumée. Mais il était aussi bruyant et pétillant. Et puis il a provoqué le changement et le chaos. La lumière a percé les ténèbres et a créé le temps et le mouvement. Mais elle a aussi créé la vie elle-même. Et la vie née de la lumière devint de plus en plus forte, et au milieu des ténèbres apparurent des êtres de lumière. Ils s'appelaient eux-mêmes les brillants. C'est alors qu'ils ont commencé à dominer le monde. Les ténèbres ne pouvaient plus tolérer l'arrogance des êtres brillants. Elle créa un gardien contre les créatures de lumière. Il s'appelait Phantaminum. C'était un guerrier de l'ordre, né des ténèbres, le plus fort des êtres. Il a chassé les brillants, les a transformés en joyaux et les a scellés. Mais Phantaminum ne les a pas détruites. Il était déjà tombé amoureux de leur beauté et en était captivé. Il a fait des bijoux une partie de son corps. Il se faisait appeler le roi des bijoux. Mais le roi des joyaux et ses trésors s'élevaient au-dessus de tout. Le monde l'appelait, lui et ses disciples, les dévoreurs de lumière et s'inclinaient devant sa puissance. Bientôt, ce bébé est né et il criait de sa voix de nouveau-né. La fille qui a pris le bébé dans ses bras a dit qu'elle l'avait enfin trouvé. Et maintenant, dans ses mains, il est devenu un nouvel être brillant. La jeune fille dit à l'enfant que son espèce avait été vaincue par le roi des joyaux. Et il est le seul à pouvoir s'opposer aux Phantaminum. Et aussi leur seul espoir. Urek Mazino. Soudain, un jet soudain s'est échappé du bébé et a frappé directement la tête de la jeune fille. La jeune fille s'est complètement mouillée et a dit qu'il s'agissait de l'essence primordiale. La femme de chambre s'est approchée de Madame Gueda et lui a demandé de s'essuyer. Gaëd s'essuie et répond que cet enfant fera briller le monde entier pour toujours. Par une nuit sombre, quelque part dans la tour, Urek est apparu sans savoir où il se trouvait. En regardant autour de lui le désert complet, il se rendit compte qu'il était un peu perdu. Urek continua sa marche et, s'étant retrouvé dans une impasse, ne comprit pas où aller maintenant. Et comment ce salaud de Phantaminum avait-il pu s'enfuir? Urek en fut très irrité et commença même à serrer la mâchoire. Mais soudain, un gardien est apparu devant lui, une arme ressemblant à un extraterrestre dans les mains. Le garde dit qu'il félicite l'homme qui a réussi à ouvrir la porte et à entrer. Il a gagné le droit de monter dans la tour. Cela signifie qu'il est l'élu et qu'il peut aller dans la tour du vainqueur. C'est sa chance d'obtenir tout ce qu'il veut. Le gardien s'est approché de l'élu et lui a demandé ce qu'il répondrait à une telle proposition. Urek se demandait alors ce qui n'allait pas chez ce lapin. Mais le gardien vit tout de suite que cet enfant faisait partie de ceux qui ne devaient pas entrer dans la tour. Le garde lui tourne le dos et lui dit qu'il peut aller chercher quelque chose à boire. Il s'avère qu'il ne peut pas aller plus loin. Urek a commencé à rire, mais lui a demandé un indice sur la façon de sortir d'ici. Le garde a répondu qu'il n'en avait aucune idée, et que le garçon devait se débrouiller tout seul. Urek se mit en colère et l'arrêta. Urek a dit que les paroles du gardien sur la possibilité d'obtenir n'importe quoi, il pourrait s'agir d'un Phantaminum, n'est-ce pas? Le garde répondit qu'il n'en était pas certain, mais qu'il ne pouvait pas non plus dire que c'était impossible, car tout l'attend au sommet de la tour. Urek réfléchit un instant et dit qu'il est d'accord. Il est venu ici parce qu'il suivait le Phantaminum. Et le gardien lui-même a dit qu'il ne savait pas comment sortir d'ici. Il entre donc à l'intérieur. Le garde agite son bâton et dit que si c'est ce qu'il souhaite, il ne peut pas l'aider. Qu'il défie la tête parce qu'elle ne l'a pas accepté. Et il doit lui-même se hisser au sommet. Heureux d'avoir réussi, Urek franchit immédiatement le portail qui mène à la tour. À ce moment-là, une sirène retentit dans la tour pour dire à tout le monde de monter. Et pour les élus, c'est l'étage d'essai. Ils doivent se rendre à l'étage le plus bas de la tour. Et le supplice s'appelle l'enfer. À ce moment-là, Urek somnole encore dans l'herbe et n'entend même pas la voix du microphone. Urek pouvait sentir l'odeur du sel dans son rêve. La voix disait qu'il y avait 400 personnes rassemblées ici. À partir de maintenant, ils allaient tuer ou être tués. Le jeu se terminera lorsqu'il restera 200 joueurs. Ces personnes iront à l'étage suivant. Et si, en une heure, ils sont plus de 200, tous les élus perdent. Ils ne peuvent donc pas éviter les escarmouches et se cacher. Et il leur donne la permission de tuer tout ce qui leur tombe sous la main. L'un des élus courait alors à travers les bois, tenant l'observance dans ses mains. Mais l'autre élu a vu le garçon et l'a frappé avec ses poings. Mais Guy esquive le coup et s'enfuit en criant à son rival de l'épargner. Mais un vent passa près de lui, d'où il entendit une voix qui lui dit de s'écarter. Aussitôt, un éclair passa près de lui, ce qui le surprit lui-même et l'empêcha de s'y attendre. Aussitôt, du sang jaillit de la poitrine de l'ennemi. La fille a demandé à l'homme s'il allait bien. Il s'est avéré que c'était l'Opopobia Evelyn. Le garçon l'a regardé avec joie et l'a remercié de l'avoir sauvé. Evelyn a dit qu'elle ne devait pas être remerciée.
Le garçon s'est senti mal et a demandé pourquoi. C'est un jeu où il faut tuer ou mourir, alors pourquoi l'a-t-elle sauvé? Evelyn a répondu que lorsque les règles ont été annoncées, elle s'est rendue compte de quelque chose. Ils ne savent pas quelles épreuves les attendent. Si les deux sans plus forts sont choisis ici, ce sera plus difficile à partir de maintenant. Et comme elle doit se battre plus tard, elle préfère affronter les faibles. Dans ce défi, elle vise donc le plus fort. L'homme a demandé à la fille si elle l'avait aidé parce qu'il avait l'air faible. Evelyn a répondu que c'était exact. Evelyn s'est sentie mal à l'aise et a demandé « Est-il vraiment fort ?» L'homme a levé les mains et a répondu que bien sûr que non. Il est faible et chétif. Evelyn est d'accord avec lui et lui dit de la suivre. Le garçon était heureux d'avoir une telle compagnie et courut après elle. Mais l'autre élu se battait contre un autre élu qui n'était pas faible non plus. L'élu a crié que ce type était fort. Le gars ne comprenait pas non plus pourquoi il se battait contre autant d'adversaires. Mais Evelyn a apprécié et a répondu que c'était sa chance. Evelyn a simplement couru derrière elle et a sauté sur la tête de son ennemi, lui laissant une blessure à l'épaule. Elle ne l'a pas quitté pour autant et a enfoncé sa longue épée dans le corps de son élu. Celui-ci baignait dans une mare de sang. Après avoir tué l'élu suivant, Evelyn a simplement nettoyé son épée et a dit qu'il était possible de passer à autre chose. À ce moment-là, le gars voulait juste la suivre. Soudain, Evelyn s'est cachée derrière un rocher et lui a dit de faire de même. Evelyn raconte qu'une fille se tenait sur l'estrade. Le garçon lui a demandé si elle était si forte qu'elle devait se cacher. Evelyn répond, c'est exact. C'est la princesse Zarda. Le garçon fut surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'une princesse. Il avait seulement entendu parler de leur existence. Le gars se demandait pourquoi il se trouvait dans le même procès qu'un tel monstre. Mais c'est une vraie bombe. Les rumeurs ne mentaient même pas. Mais Evelyn n'a pas apprécié et a enfoncé ses doigts dans les yeux du jeune homme. Le type s'est mis à crier et lui a demandé si elle voulait lui arracher les yeux. Evelyn a répondu qu'elle était juste un peu gênée par ce qui se passait autour d'elle. Et peut-être qu'une colère couve en elle parce qu'elle est forte, mais pas aussi belle qu'une princesse. Le type lui a dit qu'elle était la perfection même, c'est pourquoi il s'en est pris à elle. Evelyn a répondu qu'elle avait épargné ses yeux pour entendre cela. Soudain, la princesse Zarda étendit son épée sur le côté. Evelyn s'en aperçut et dit au garçon de se baisser immédiatement. Zarda l'a vu de loin, et a immédiatement pointé son épée vers eux de toute sa vitesse. L'épée balaya tous les ennemis à la vitesse de la lumière, et on n'entendit plus que des cris. Le gars se demandait alors comment elle avait réussi à le faire. Elle était capable d'affronter autant d'adversaires à elle seule. Une voix au micro annonce que le nombre de participants a chuté de façon spectaculaire et qu'il ne reste plus que 252 participants. Evelyn a demandé à l'homme si elle se trouvait encore jolie. Le gars a réfléchi et a dit oui. Mais d'un autre côté, il n'aurait pas voulu lui mettre le nez dans le guidon. Evelyn s'est mise en colère et lui a encore enfoncé ses doigts dans les yeux. Le garçon n'a pas eu le temps d'esquiver et a hurlé de nouveau à cause de la douleur de ses yeux. Evelyn a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi les hommes mouraient jeunes. Elle pensait que perdre la vue l'aiderait à survivre. Le garçon lui a dit de ne pas dire des choses aussi effrayantes. Soudain, Zarda regarde autour d'elle et voit le garçon allongé dans l'herbe, sans bouger. Elle s'est demandé ce qui n'allait pas chez ce type. Et est-ce qu'il est juste en train de dormir à ce stade? Mais plusieurs joueurs s'approchent de lui. Et apparemment, ils ont décidé de faire équipe. Et maintenant, ce type est sur le point de mourir. L'ennemi s'est demandé pourquoi ce type traînait dans les parages. Il disait que la tour serait remplie de toutes sortes de racailles. Et il est sorti, ils avaient raison. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse dormir dans une telle situation. L'ennemi leva le pied et le poussa en lui disant de se réveiller et de leur chanter une chanson. Et se retournant de l'autre côté, Urek répondit qu'il voulait encore dormir. Ses ennemis l'entourent complètement après ces paroles et décident de l'achever dans son sommeil. Mais, sentant l'attaque, Urek a fait des acrobaties et, avec ses deux pieds, il est allé droit à la tête de l'ennemi. Zarda l'a vu de ses propres yeux et a dit qu'elle s'y attendait. Urek a repris ses esprits et a déclaré qu'il allait vraiment dormir sur place. S'en sont-ils rendus compte? L'ennemi est simplement effrayé par ces paroles et répond qu'il ne le dérangera pas dans son sommeil. Urek se jette sur lui et lui demande s'il sait qu'il est dangereux de réveiller une personne en plein sommeil. L'ennemi n'eut même pas le temps de s'enfuir, il s'évanouit sous l'effet d'un tel cri et d'une telle attaque. Urek a dit que puisque personne ne le dérangerait maintenant, il retournerait à son côté. Mais la voix a immédiatement dit que l'épreuve serait terminée lorsqu'il resterait 200 personnes, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'une seule personne à terminer. Et il ne reste plus que 10 minutes. Zarda, entendant ces mots, descendit immédiatement de la montagne, directement sur le territoire d'Urek. Urek lui demande si elle veut l'inviter à sortir.
Zarda a pointé son arme sur le gars et lui a dit qu'il devait le tuer. Et elle pense qu'il a oublié les règles. Mais ce n'est pas grave, elle va l'aider. Mais Urek l'arrête et lui dit qu'il n'a pas besoin d'aide. Zarda lui a demandé s'il ne voulait pas le tuer. Ce sont les règles de ce procès. Pourquoi suivrait-il les règles de quelqu'un d'autre? C'est un homme libre. Mais Arda a dit au gars que s'il allait traiter le test de la sorte, elle le tuerait elle-même. Urek regarde l'épée à côté de sa tête et lui répond. Il s'est rendu compte qu'en la regardant de près, même au premier coup d'œil, elle était d'une grande beauté. Urek, curieux, rougit et se détourne. Zarda n'a pas apprécié et lui a demandé pourquoi il s'était détourné. Avait-il peur d'elle maintenant? Urek a répondu que non. C'est juste qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec les jolies filles. C'est embarrassant. Zarda lui a demandé s'il allait même passer le test. Urek l'a interrompu et a répondu que ce n'était pas forcément l'un d'entre eux. Zarda dit qu'il n'y a pas le temps. Les autres se cachent et il ne les trouvera pas. Alors, qu'il achève ce type dans les quelques minutes qui restent. C'est la meilleure façon de s'en sortir. Urek lui a demandé ce qu'il en était du camarade qui se trouvait juste devant elle. Zarda n'a rien compris. Mais le gars lui a dit de regarder le micro. Zarda a été surpris et a demandé à l'homme s'il était sérieux. Après tout, il y a une balise de test à cet endroit. Et puis Urek a commencé à crier que c'était un type carré. Et il est aussi inclus comme joueur? Le gars qui était là a été surpris et a demandé quel genre de personne folle était-ce? Urek lui cria de descendre immédiatement. Il l'attraperait à coup sûr. Et ce jeu stupide prendrait fin. Zarda lui a demandé s'il était fou. C'est un administrateur de test. Un officier. Il ne fait pas partie de la population générale. Il ne peut pas l'attraper, et même s'il le pouvait. Mais Urek a pointé son doigt vers le bas et lui a crié de se baisser. Et s'il l'attrapait, cela compterait-il pour 2 joueurs à la fois? Le modérateur s'est mis à rire et a dit qu'un fou était arrivé jusqu'à eux. Soudain, il a vu une étrange lueur dans le ciel et Zarda l'a remarqué aussi. Après cela, le modérateur est apparu juste devant Urek, et s'est avéré être l'un des plus forts de ce jeu. Tous les joueurs ont été choqués de voir l'administrateur du défi, car il a rejoint le jeu. L'administrateur a dit qu'il ne savait pas d'où venait ce type, mais qu'il devait venir d'un pays sauvage où l'on ne sait pas que les officiers existent. Et souvent, ce sont de pauvres imbéciles ignorants comme lui. Il veut donc attraper et tuer pour compléter le procès, a demandé l'officier. Et selon lui, ce type est devenu administrateur pour avoir osé penser cela? Urek lui a demandé ce que cela signifiait. L'officier se mit à rire et, se tournant vers le garçon, montra ce que son rire plaintif pouvait faire. Les rires étaient si forts que les ondes sonores ont commencé à projeter les joueurs en arrière. Zarda s'est même bouché les oreilles et s'attendait à une telle chose de la part de l'officier. Il contrôle Chinsur rien qu'avec son rire. L'officier s'est mis sous l'oreille du gars et lui a demandé s'il était sain d'esprit. Il existe une règle dans la tour selon laquelle les officiers ne doivent pas s'amuser avec les élus. Mais les administrateurs du procès peuvent imposer des sanctions appropriées aux élus qui ne respectent pas les règles du jeu. Et lui enlever sa jambe serait une punition assez douce. N'est-ce pas? Demanda Urek avec surprise, des sanctions appropriées? Mais qu'a-t-il fait de mal? Il a saisi le bras de l'officier, l'a soulevé de ses épaules et a prononcé de telles punitions. L'officier était choqué de voir que ce type avait le pouvoir de l'élu. Mais Urek a demandé si ceux qui ont des capacités spéciales ne devraient pas infliger des punitions? L'officier répond que le gamin n'a aucune idée de ce qu'est le Shinsu. Mais soudain, la voix annonce que le nombre de participants à l'épreuve a atteint 200. Le jeu est terminé. Zarda fut immédiatement soulagé, car quelqu'un avait tué le dernier joueur. Et d'un point de vue compétitif, ce serait bien que ce type meure ici. Mais puisqu'il est si téméraire qu'il défie l'administrateur du procès, il pourrait lui être utile à l'avenir. L'officier s'est retourné et a dit à l'élu qu'il avait de la chance. Et qu'il pouvait être reconnaissant d'être en vie. Et qu'il se résignait à respecter les règles. Et la tour est remplie de monstres qu'il ne peut même pas imaginer. Et ne soyez pas prétentieux. Mais l'officier s'est approché de la princesse et lui a dit qu'il était impoli. Zarda a répondu que ce n'était pas grave. Mais Urek a dit que c'était une honte. Après tout, il aurait pu le mettre à terre en quelques secondes. L'officier s'est immédiatement retourné et a traité l'homme de fou. Soudain, un portail s'ouvre devant eux, par lequel l'officier doit disparaître. Urek fut surpris, car il ressentit soudain un étrange pouvoir. Et à côté d'eux sortit un type qui s'adressa à l'administrateur donjon. L'homme a dit à l'administrateur que cela suffisait et que les règles devaient être respectées. L'agent se retourne et est un peu surpris de voir le directeur apparaître sur le champ de test. Urek demande si quelqu'un est plus fort que lui. Le directeur réfléchit à la réponse et dit non. Il est beaucoup, beaucoup plus fort. Le directeur s'est retourné et a dit que le procès était terminé.
Et Danjon lui a permis de ne pas perdre de temps et d'en finir avec tout ce qui se passait ici. Danjon dit d'une voix forte que l'épreuve est terminée. Et que tous les survivants allaient être transférés à l'étage suivant. Mais la prochaine étape sera encore plus difficile pour eux. Et ils doivent s'y préparer pour gagner. Il se retourne vers Urek et lui dit qu'il doit surtout se préparer. Il a eu de la chance cette fois, mais si ça se reproduit, il l'éliminera. Il se moque de savoir s'il est choisi ou non. Urek est resté sur ses positions et a répondu à l'officier pour qu'il tente sa chance. Danjon a répété que la première épreuve était terminée. Et tous les élus passeront à l'épreuve suivante. À ce moment-là, à l'intérieur de la forteresse volante de l'étage de test dans le bureau du directeur, ce dernier a crié qu'il s'agissait d'une honte. Après tout, l'administrateur était intervenu dans le procès initial. Danjon répond qu'il s'excuse pour son acte imprudent. Il n'était pas censé céder aux provocations de l'élu, c'était la première fois qu'une telle chose arrivait, il ne pouvait se contenir. Le directeur réfléchit un instant et dit qu'il a l'impression que Danjon le néglige parce que le chef d'étage est maintenant absent. Danjon commence à tout nier et répond qu'il n'a pas pu faire une telle chose. Il a entendu des rumeurs selon lesquelles le directeur est terriblement en colère. Il sait que ce n'est pas qu'une rumeur. Il n'oserait donc jamais. Le directeur a dit qu'il était heureux de l'entendre. Il ne faut pas que cela se reproduise. C'est peu probable, mais si Danjon succombe à nouveau aux provocations de l'élu, qu'il fasse en sorte de l'anéantir. Et bien sûr, il n'aurait pas à en assumer les conséquences. Danjon se rend compte de son erreur et quitte le bureau. Mais Danjon se dit à ce moment-là, qu'est-ce que le directeur attend de lui? Il se retient seulement parce qu'il a peur de lui. Mais quoi qu'il en soit, l'élu a du culot. Et avec la permission du directeur, il l'écrasera contre le mur dès qu'il en aura l'occasion. Le directeur a immédiatement ouvert le profil de l'Urek Mazino choisi et a constaté que cette fois-ci, un joueur intéressant s'était présenté à lui. Mais il se demande d'où vient ce joueur. Mais son lieu d'origine n'est pas précisé. À ce moment-là, tout le monde dans la salle des joueurs se réjouit d'être passé à un autre étage. Le joueur s'est réjoui et a déclaré qu'il y avait plus de survivants qu'il ne l'espérait. Il aurait peut-être dû faire plus d'efforts. Mais Urek marchait à côté de lui à ce moment-là et a frappé le joueur avec son épaule. Le joueur s'est mis en colère et lui a demandé s'il était large. Urek s'est retourné et s'est excusé. Il a dit qu'il y avait trop de monde ici. Mais le gars, en regardant de plus près, a répondu que c'était lui. Et il n'ose pas le retenir. Urek était un peu choqué que ce type ait changé si rapidement son argot familier. Mais ce joueur semble beaucoup plus âgé que lui. Mais je l'ai tout de même qualifié de respectable. Soudain, l'administrateur du prochain test, Gisli, apparaît au-dessus d'eux. Il a félicité tout le monde d'avoir réussi le premier test. Urek n'était pas satisfait de l'autre administrateur. Après tout, elle n'est pas comme ce type et cela l'ennuie. Gisli a dit que leur nouveau défi serait très facile. Ils devaient être capables de faire deux choses pour escalader la tour. Il s'agit de s'unir et d'agir seuls. Avant, ils s'entretuaient. Maintenant, il est temps de travailler ensemble. Ils seront divisés en groupes de 3. Bien sûr, la proximité leur donnera l'occasion de commettre des trahisons à tout moment. Et il faut faire preuve de coopération et d'indépendance pour atteindre le sommet de la tour. Leur nouveau défi est donc un jeu d'équipe traditionnel. Et c'est ce qu'on appelle le Flip It or Leave It. Zarda a été choqué d'apprendre l'existence de ces jeux. Mais Urek ne comprenait même pas la nature de ce défi. Mais le taureau qui apparut leur dit de se retourner ou de laisser tomber. Mais quelque part dans la tour de la montagne se trouvait un joueur qui attaquait les autres joueurs avec ses techniques. Mais à ce moment-là, un joueur devant lui était en train de s'enfuir. Il décida de l'achever et l'attaqua avec sa poutre. Le directeur s'est approché de lui et lui a dit qu'il ne faisait pas grand-chose. Le garçon s'est retourné et lui a demandé depuis combien de temps Rahav venait ici. Et qu'en est-il des nouveaux élus? Rahav regarda le cadavre du garçon et répondit qu'il n'y avait rien d'intéressant. Et en regardant autour de lui, son regard disait qu'il n'y avait rien d'intéressant. Les joueurs ont commencé à demander avec surprise ce que signifiait le mot « flip or leave », retourner ou partir. Et de quoi s'agit-il au juste? Le joueur s'est demandé à voix haute qui étaient ces gens? Où vivaient-ils pour ne pas être au courant de tout cela? Qu'est-ce qu'il en sait? Lui demande Urek. Le joueur a répondu à l'homme plus âgé qu'il comprenait bien sur ce dont il parlait. Le joueur dit à Urek de tendre la main et de la laisser paume vers le bas ou de la retourner. C'est ainsi que les équipes se forment. La paume de la main est baissée pour l'un et levée pour l'autre. De cette façon, ils forment une équipe. Et si leurs paumes se rejoignent, ils s'uniront. Le plus âgé doit donc lui dire à l'avance s'il va quitter le palmier ou le retourner. Urek demanda au jeune homme pourquoi il s'unirait à lui. Gisli a soudain déclaré que, malheureusement, ce jeu avait des règles complètement différentes. En général, le jeu de l'autruche permet de se répartir rapidement et facilement en équipe.
La position de la paume est le facteur déterminant. Mais il y a un piège dans ce défi. Dans un jeu de pile ou face, ils joueront d'abord avec la chèvre qui se tient derrière son dos. Les joueurs ont été surpris d'apprendre qu'ils allaient jouer contre une chèvre. Gisli dit que c'est exact et leur demande de regarder ses mains. Sa main droite est inversée et sa main gauche reste dans sa position habituelle. Maintenant qu'il la regarde, sa main droite est à l'envers et sa main gauche reste dans sa position habituelle. Cela signifie qu'elle a passé ce tour. Et maintenant, chacun d'entre eux doit suivre les mains de la chèvre pour répéter sa position. S'ils parviennent à répéter exactement jusqu'à la fin de la chanson, ils ont réussi. Sinon, ils ont perdu. Comme on dit, il vaut mieux voir une fois qu'entendre 100 fois. Et il commence déjà le premier tour. Surpris, le joueur demande, « Maintenant ?» Gisli dit à tout le monde de se préparer. Et elle a donné à la chèvre le signal du départ. La musique a commencé à jouer et à dire au gars de le retourner ou de le laisser, parce qu'il y a une chance de gagner ou peut-être de perdre. Laissez-les décider et ne ralentissez pas. Et s'ils ont des doutes, laissez-les partir immédiatement. Trump a commencé à faire tourner ses bras et à montrer les mouvements. Mais les joueurs n'ont pas apprécié et ont dit que c'était trop rapide. La confusion a commencé et tout le monde a dit que c'était mauvais. Et chacun se demandait s'il avait remarqué. Gisli leur a demandé si c'était trop rapide. Mais c'est dommage. Seules 24 personnes ont réussi. En voyant le signe sur le corps d'Urek qu'il était décédé, le joueur a dit avec surprise que l'aîné était décédé. Le joueur a dit avec surprise que l'aîné était décédé. Mais Urek lui a demandé, « Quel est le problème ?» Gisli a dit que ceux qui avaient réussi avaient le droit de recruter leur propre équipe. Quand ils ont vu que la princesse Zarda était décédée, ils ont commencé à s'approcher d'elle et à lui demander de rejoindre son équipe. Le joueur, voyant qu'Evelina était également passée, a demandé le droit de choisir les membres de l'équipe. Gisli l'a bien dit. Le droit de choisir ses coéquipiers parmi ceux qui ont échoué au jeu de la chèvre. Il faut un jeu de pile ou face pour faire d'un joueur un coéquipier. Et faut-il leur montrer à nouveau comment faire? Y a-t-il des personnes parmi celles qui sont décédées qui sont prêtes à commencer? Il y aura d'autres choix avant qu'ils ne commencent. Evelina lève la main et dit qu'elle est prête. Gisli a dit que c'était très bien. Evelina peut choisir quelqu'un parmi les perdants. Le garçon espérait qu'Evelina le choisirait. Mais lorsqu'il la vit passer, il se tourna vers elle. Evelina s'est approchée d'un autre joueur et lui a dit qu'elle l'avait remarqué lors du dernier défi. Il n'était pas mauvais. Serait-il prêt à faire équipe? Le joueur lui a demandé si c'était bien ce qu'elle pensait. Mais le gars n'était même pas surpris qu'elle choisisse les autres. Et bien sûr, elle ne se frotterait pas à quelqu'un comme lui. Gisli a dit qu'ils devaient maintenant jouer l'un contre l'autre. Trump a mis sa musique en marche et a déclaré que si les positions des palmiers correspondaient, ils deviendraient une équipe. Si ce n'est pas le cas, Evelina a immédiatement commencé à exécuter les mains. Mais soudain, à la fin, leurs mains s'accordent. Le joueur est mécontent et lui demande pourquoi elle est si rapide. Evelina répond que c'est par frustration. Elle pensait qu'il serait utile, mais elle ne veut pas être dans la même équipe qu'un tel médiocre. Gisli s'attendait à cela de la part d'un membre des 10 grandes familles. Ils comprennent les règles de la tour et les respectent. Gisli a déclaré qu'il était regrettable qu'ils n'aient pas pu tous les deux faire partie de l'équipe. Ce qui signifie que Trump a immédiatement saisi l'énorme main de son joueur et lui a tiré la langue. Et Gisli a dit que le perdant serait sacrifié à la chèvre. Le joueur a crié et a dit que ce n'était pas dans les règles. Ce n'était pas le cas. Mais la chèvre ne pouvait pas être arrêtée, et ouvrant la bouche, elle laissa tomber le joueur et l'avala. Les joueurs ont eu peur et ont crié que la chèvre l'avait mangé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Gisli leur dit qu'à leur avis, s'ils perdent, ils deviendront une offrande à la chèvre. En contrepartie, s'ils gagnent, ils peuvent décider de faire équipe avec leur adversaire ou de le sacrifier. Des équipes de 3 personnes seront donc recrutées. Tous les perdants seront éliminés à la fin. Et maintenant, tout était clair pour Evelina. Même dans la formation des équipes, comme dans les autres épreuves, les plus forts survivraient. Ce qui signifie que s'il est capable de reproduire les mouvements de la chèvre au premier tour, il a la possibilité d'éliminer ceux qu'elle veut du terrain de jeu. Et Gisli a soudain déclaré que les vainqueurs du premier tour pouvaient maintenant choisir leurs adversaires parmi les perdants. Zarda s'est approchée de la joueuse perdante et lui a demandé si elle voulait jouer. La fille est choquée et ne s'attend pas à ce que la princesse l'aborde. Le blond regarda lui aussi autour de lui, se demandant qui il devait tuer. C'est alors qu'une voix s'éleva à côté de lui, implorant sa pitié. Urek se tourne vers le joueur qui se tient à côté de lui. Le joueur se retourne et demande au vieil homme ce qui s'est passé. Urek lui propose un match. Le joueur demanda avec surprise, « Avec lui ?» et se figea dans l'instant. Urek lui a demandé s'il ne voulait pas. N'a-t-il pas dit qu'il rêvait d'être dans la même équipe que lui? Le joueur baissa la tête,
car il avait parlé, mais maintenant il y avait un « mais ». Urek demanda « Alors qu'est-ce que c'est » Gisli a immédiatement déclaré que ceux qui refuseraient de jouer seraient immédiatement sacrifiés à la chèvre. Le joueur a immédiatement crié qu'il jouait. Le joueur a accepté et a dit que tant que les règles étaient ainsi, il était d'accord. Mais dans sa tête, il se rendit compte que c'était la fin. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse le suivre. Urek a vu que le joueur commençait à parler, mais il lui a dit d'avancer son visage. Le joueur pensait que le fait d'être tourné vers l'avant signifiait qu'il allait se retourner. Ou bien Urek se moque-t-il de lui? Et peut-on lui faire confiance? Le joueur n'a même pas compris comment agir à ce moment-là, parce qu'il ne sait ni ne comprend rien. En ouvrant les yeux, il vit que leurs mains s'accordaient. Il fut immédiatement heureux et cria à l'homme plus âgé qu'ils allaient être ensemble. Le joueur lui avait dit qu'il ne le connaissait pas, alors pourquoi a-t-il choisi de lui faire confiance? Après tout, sa vie dépend maintenant de lui, il le sait, n'est-ce pas? Urek répond que oui, il le sait. Le joueur demande alors, pourquoi? Il n'est pas assez fort pour faire un tel pari. Urek répond qu'il pensait simplement que le garçon le croirait. Et comme c'était le cas, il lui faisait confiance. Et le travail d'équipe ne repose-t-il pas sur la confiance? Si ce n'est pas lui, alors qui? Le joueur, voyant la main s'approcher de l'aîné, l'arrête et lui dit de ne pas la toucher. Et ils forment une équipe. La chèvre s'est immédiatement arrêtée. Le joueur a commencé à s'incliner et a dit qu'il s'excusait d'avoir été impoli auparavant. Il n'était personne à l'extérieur. Il a de la chance d'être ici. Il n'oublierait jamais que l'aîné lui a fait confiance. Tant qu'il formerait une équipe, il ne le trahirait jamais. Urek acquiesce et répond au joueur qu'il a l'air plus âgé. Et qu'il pouvait parler normalement. Le joueur a dit qu'il comprenait. Le joueur a dit à l'aîné de choisir de bons camarades et de former une équipe solide. Soudain, Gisli a annoncé que le premier tour était terminé. Malheureusement, seule cette personne avait commencé à former des équipes. Ce qui signifie qu'ils continueront. Mais un seul représentant par équipe peut participer au jeu. Urek s'est placé devant la chèvre et a commencé à répéter après elle. Les joueurs ont dit qu'Urek était au milieu et qu'il avait ajouté un faux mouvement. Un joueur l'a vu et a crié à l'aîné. Mais Urek lui a dit de ne pas faire d'histoire. Il a perdu exprès. Le joueur a été surpris et a demandé « Vous l'avez fait exprès ?» Urek lui a répondu de détourner le regard. Et beaucoup ont fait comme lui. Le joueur s'est demandé s'il l'avait fait exprès. Mais pourquoi? Et ils avaient déjà identifié des joueurs forts lors du dernier tour, n'est-ce pas? Mais qui voudraient prendre le risque de commencer le jeu avec eux? Pourquoi alors essayer maintenant d'obtenir un choix pour ce tour, demande Urek. Comme lui, ils veulent éviter les conflits inutiles. Le joueur dit qu'il a tout compris. Ce qui signifie que personne ne l'attaquera ce tour-ci. Personne ne veut se frotter à un adversaire fort. Urek lui répond qu'il a raison. Mais le monde est plein de fous. Soudain, Zaarda se trouve près d'eux et se tourne vers lui. Urek s'est retourné et a dit qu'elle venait d'un procès passé, n'est-ce pas? Et c'est le symbole d'une arme. Zaarda s'est approché de lui et lui a dit de jouer avec elle. Tout le monde se met à crier que la princesse va gagner. Urek s'est lui aussi rendu compte qu'elle le visait. Il lui a demandé si elle essayait de jouer un rôle. Et si elle a l'intention de le tuer, elle ferait mieux de reculer. Zaarda a répondu que non. Elle veut faire partie de l'équipe. Bien sûr, pour cela, il doit d'abord gagner. Les joueurs ont crié que la princesse voulait faire équipe avec ce type. Il fait partie des 10 grandes familles. Le joueur a également dit à l'aîné que c'était sa chance. Et bien sûr, vous devez l'accepter. Urek s'est excusé et a dit qu'il n'allait pas faire équipe avec elle. Il a déjà quelqu'un en tête. Zaarda n'a pas apprécié et a demandé, Y a-t-il quelqu'un de meilleur qu'elle? Et il veut dire, Y a-t-il quelqu'un de meilleur qu'elle? Urek a répondu qu'il s'agissait simplement d'une question de goût. Zaarda l'a accepté et a dit que cela n'avait pas d'importance. Elle sera de toute façon dans la même équipe que lui. Et il est temps de commencer le jeu. Urek répondit que c'était juste une femme têtue. Et qu'elle serait un régal pour la chèvre. Mais dans sa tête, il ne réalisait pas qu'il s'agissait d'un jeu ou d'un flirt. Dans ce dernier cas, il serait sérieux. Zaarda lui a dit qu'elle ne lui enlèverait pas ce rôle. Et elle ne cédera pas. S'il ne veut pas mourir, qu'il se concentre bien. Les garçons ont commencé à battre des bras au rythme de la musique et, à la fin, ils ont tous deux crié qu'ils devaient s'arrêter maintenant. Et en regardant ses mains, le joueur a commencé à crier qu'ils avaient gagné. Urek pouvait tout faire. Zaarda a répondu comme prévu. Urek répondit aussitôt qu'il ne s'unirait pas à cette femme. Trump a immédiatement entendu ces mots et s'est tourné vers la princesse Zaarda en disant qu'elle serait détruite lors du second procès. Zaarda a crié à la chèvre d'arrêter. Mais la chèvre ne l'a pas écouté et a avalé immédiatement.
Les joueurs crient que la princesse Zarda s'est dissoute dans le ventre de la chèvre. Il l'a attrapée et l'a mangée. Les garçons n'en croyaient pas leurs yeux. Gisli est également surprise que la princesse ait abandonné lors de la deuxième épreuve. Et même Trump l'a mangée. Les joueurs ont demandé ce que cela signifiait. La princesse Zarda a vraiment perdu si rapidement. Mais s'il devient princesse par exemple, que doit-elle faire pour passer le test de sélection des élus? Et cet abruti, à quoi pensait-il? Le joueur s'est mis en colère et a demandé à Urek ce qu'il avait dans la tête. Et que fera-t-il lorsqu'il refusera d'intégrer la princesse Zarda dans son équipe? Urek pointe le doigt vers le garçon et répond qu'il le choisira. Le joueur a été surpris et lui a demandé s'il s'agissait de ce type qui évitait le contact visuel dans l'espoir de ne pas être remarqué. Il n'a pas de force et il a l'air d'un faible. Alors pourquoi lui? Urek répond qu'il a quelque chose de familier. Le joueur ne comprend pas et lui demande de quoi il parle. Urek répondit, quelque chose de semblable à l'odeur qu'il avait sentie en arrivant ici. Une légère odeur de sel ou quelque chose comme ça. Et maintenant, il sentait quelque chose de semblable. Le joueur demande au vieil homme de quoi il parle. Refusait-il de s'unir à la princesse à cause d'un sentiment? Pas parce qu'il avait en tête quelqu'un de plus fort et de plus utile? Urek dit à l'allié que c'est exactement comme ça que ça se passe. Le joueur n'a pas compris le vieil homme et a répondu qu'il deviendrait fou. Urek se souvient soudain et dit à son allié qu'il n'arrête pas de dire que Zaharad a fait ceci, que Zahar a fait cela, qu'est-ce que c'est au juste? Le joueur était choqué et pensait que c'était insondable. Après tout, cet homme ne connaissait pas les princesses de Zahar. Urek a écouté l'histoire de Gamblé et a compris que le roi de cette tour était son père. Il y a longtemps, quelqu'un est venu de l'extérieur et dirige aujourd'hui la tour. Urek se tourna immédiatement vers Goth et lui demanda s'il pouvait revenir sur sa décision. Il pensait qu'il devait rencontrer celui qui se faisait appeler roi. Et il doit absolument le rencontrer pour lui demander comment sortir d'ici avec Fantaminum et les autres. Le joueur a commencé à crier sur l'homme plus âgé en disant que c'était lui qui devenait fou avec lui. Il est trop tard pour cela. Urek a répondu qu'il ne pouvait rien faire. Il voulait bien faire, mais il s'attaque maintenant à ce type au prochain tour. L'allié le poursuivit et dit à Urek qu'il se fiait à son instinct. La chèvre commença immédiatement à chanter sa chanson. Les joueurs ont discuté et ont senti que le jeu devenait de plus en plus difficile. Gisli a également déclaré que seules 6 personnes avaient gagné ce tour. Les gars qui se sont levés pour le match ont tous gagné et le reste d'entre nous a été à nouveau vaincu. Urek a dit qu'il était en de chercher d'autres personnes pour rejoindre son équipe. Evelina était également contrariée de ne pas pouvoir faire partie de l'équipe. Et le jeu devient de plus en plus difficile. Quand ils s'entretuaient, tout ce qu'il fallait, c'était de l'habileté. Maintenant, ce n'est plus de l'habileté, c'est de la confiance. Même si elle propose à l'ennemi de faire équipe, sans une confiance absolue, elle ne peut pas former une équipe dans ce jeu. Dans un endroit où tous ceux qui l'entourent deviennent ses rivaux, y a-t-il quelqu'un en qui il peut avoir confiance? Le gars était très contrarié d'avoir perdu. Evelina le regarda et décida qu'elle ne lui faisait pas du tout confiance. Mais il est trop faible. S'ils deviennent une équipe, ils n'ont pas d'avenir. Soudain, Urek s'approche du garçon et lui demande s'ils veulent jouer. Evelina a vu les autres gars s'approcher de Ro. Mais elle ne sait même pas qui ils sont. En regardant de plus près, elle réalisa qui ils étaient et pensa qu'ils voulaient faire équipe avec ce perdant. Ru était triste avant cela, parce que personne ne l'approche. Il n'a rien de spécial, donc personne ne s'intéresse à sa mort et son équipe non plus. Dans ce cas, il vaut mieux qu'il se perde et qu'il échoue au test. Il retournera alors d'où il vient. Dans ses bidonvilles natales, le village de l'arrière-pays où s'enfuient tous ceux qui ont été abandonnés par les dieux. Urek s'approcha de lui et s'adressa à lui comme à un enfant coiffé d'un bonnet. Roux se mit aussitôt à crier qu'il était faible et infirme et qu'il ne représentait aucune menace. Inutile de le détruire. Urek a répondu que non, et que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ils veulent former une équipe avec lui. Peut-être qu'ils joueront un jeu. Ru a été choqué que les gars s'approchent de lui, et en tournant la tête, il a vu le visage d'Evelyn. Le joueur a commencé à lui crier dessus et à lui demander ce qu'elle faisait. Je veux dire qu'ils ont été les premiers à proposer de jouer. Pas besoin d'intervenir. Evelyn a répondu qu'ils avaient été les premiers à engager la conversation et qu'elle avait été la première à proposer de jouer. C'est donc son droit. Evelyn a dit à Ro de jouer avec lui. Ro s'est mis en colère et leur a dit d'arrêter de se battre. Soudain, Gisli a vu tout cela et a déclaré qu'il y avait un litige. Puisque les deux camps ont de bonnes raisons de revendiquer un joueur, laissons Ru décider lui-même. Et qui, Monsieur Ro, parmi ceux qui se tiennent devant lui, choisira-t-il de jouer? Ro répond qu'il s'excuse auprès de celui qui est passé en premier, mais qu'il souhaite s'unir à Evelyn. Ru a tendu les mains et a dit qu'il retournerait les deux paumes et qu'il ne ferait plus un geste. Il ne répéterait pas après elle.
Et il lui ferait entièrement confiance. Demanda Urek. Se connaissait-il déjà? Evelyn a répondu au gars qu'il n'avait pas hésité à le choisir auparavant. Et peut-être que Ro a planifié tout cela soigneusement pour se débarrasser d'elle? Essaie-t-il de la piéger? Si c'est le cas, elle ne lui pardonnera pas. Ru lui répond que bien sûr que non. Sans elle, il ne pourrait pas faire équipe. Il veut vraiment faire équipe avec elle. Et c'est parce qu'il est amoureux d'elle. Et il l'aime tellement. Urek se retourna immédiatement et dit à son nouvel ami qu'il devait partir d'ici. Après tout, c'était sans espoir. Evelyn est choquée et explique à Ro qu'elle fait partie des 10 grandes familles et qu'il lui reste encore beaucoup de sommets à conquérir avant d'envisager le mariage. Et il est plus courageux qu'il n'y paraît. Ro a répondu que non. Il ne parlait pas du mariage. Evelyn tend aussi les mains et dit qu'elle ne fera pas un geste non plus. Et elle croit aussi en lui. Et elle avait l'air de l'aimer aussi, d'une certaine façon. Ro est surpris et la remercie. Urek a entendu toutes ces paroles et est parti en se disant qu'il n'avait fait que perdre son temps. Soudain, un homme s'est approché de lui et lui a dit qu'il pensait qu'il n'était pas si facile de trouver une équipe. Alors pourquoi ne pas faire équipe avec lui? Urek fut surpris et demanda, « Avec lui ?» Le gars a répondu qu'il s'appelait Néo. Il n'est peut-être pas aussi bon que lui, mais il est très fort. Urek y a réfléchi et s'est dit qu'il y avait du vrai là-dedans. Mais contrairement à ce morveux, il pouvait s'entendre avec beaucoup de gens ici. Et il ne lui fait pas confiance. Néo lève la tête et dit à Urek qu'il est plutôt bon juge de caractère. Ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, mais il ne se mettra pas en travers de son chemin. Et aucun d'entre eux n'est sa cible. Urek a vu que ce type lui donnait le vertige, mais il sentait la même chose. Et ces deux-là sont devenus une équipe. Et un certain Ru dégage une odeur de sel. Urek a accepté de jouer avec Néo et a dit qu'il commencerait. Et s'il réussissait, qu'il en soit ainsi. Néo baissa la tête et remercia le garçon d'avoir joué. Urek se rend compte que ce type a éveillé sa curiosité. Soudain, Gisli annonce que le temps imparti est écoulé. La mission de l'équipe était terminée. Et dans ce jeu, 10 équipes ont été formées. Ceux qui n'ont pas d'équipe sont éliminés. Et elle les félicite pour leur réussite. Urek a-t-il été surpris qu'il y ait 10 équipes? Mais il n'y en a que 9. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soudain, quelque chose s'est passé à l'intérieur de la chèvre et un sabre familier est apparu. Gisli dit que le combat mortel dans la salle d'attente a pris fin. Et les 3 survivants font automatiquement équipe et poursuivent leur route. Gisli a compris l'avertissement, mais ses capacités sont tout de même stupéfiantes. La princesse Zarda utilise la glace. Gisli lui dit que c'est une bonne chose qu'ils aient préparé ce jeu à l'avance. Et la princesse l'a pris par surprise et il n'a rien pu faire. Zarda a demandé à l'enseignante si ce n'était pas elle qui avait tout déclenché en changeant les règles à la dernière minute. Gisli a répondu que, bien sûr, elle allait se plier. Elle est devenue une friandise pour la chèvre, mais personne n'a dit qu'elle serait détruite. De plus, ils la rencontreront lors de la prochaine épreuve. Parmi ceux qui ont survécu aux règles générales, ils doivent éliminer chacun une personne pour passer à l'épreuve suivante. Et comme son trio n'a pas pu survivre complètement, il les appellerait des restes. Zarda répond que c'est une règle juste. Et lors du prochain défi, elle se vengera de son humiliation. Elle fera tout ce qu'il faut pour détruire cet homme. Après tout, il avait rejeté sa proposition et osé l'humilier de la sorte. Elle ne lui pardonnerait jamais. Soudain, une voix a dit qu'elle avait un message pour les administrateurs du test. Le deuxième test s'achève. Et le test a été réussi par 30 participants. Administrateurs, tenez-les prêts à rencontrer les élus et à effectuer le prochain test. Danjon a appuyé sur « Play » pour la couronne et a dit que ce serait intéressant. Et il a donné l'ordre aux administrateurs d'agir et de se préparer à rencontrer les élus. Après le deuxième test, ils sont arrivés au vaisseau. Urek demande, le test va donc se dérouler ici? Le garçon a répondu que c'était son premier bateau. J'ai hâte de relever le prochain défi. Il est très content d'être entré dans cette tour. C'est alors que l'administrateur et ses assistants sont sortis. Il dit aux élus d'écouter attentivement. Les joueurs ont commencé à demander qui étaient ces gens. Mais ils ont répondu, vous ne pouvez pas les reconnaître au premier coup d'œil. Ce sont les administrateurs des épreuves. Le principal Rahav a dit aux élus qu'il les félicitait. Et c'est lui qui est responsable de cet examen. Auparavant, ils avaient déjà passé avec succès des épreuves difficiles. Urek s'est-il rendu compte que c'était lui le responsable? Reyev continue de parler et dit aux gars qu'ils ont gagné le droit d'être ici. Ils peuvent être fiers d'eux-mêmes et être prêts à surmonter la prochaine épreuve. Ils seront alors placés sur un bateau de croisière et se déplaceront dans les différentes zones de la salle d'examen pour passer l'examen. Et s'ils réussissent la tâche finale sur le bateau, ils seront reconnus comme les véritables élus et pourront grimper dans la tour.
Car la richesse, la gloire, le pouvoir, la force et la puissance sont les choses les plus importantes. Et le grand voyage à la recherche de la vérité. Mais un chemin de gloire comme celui parcouru par le roi Zahar et les 10 grandes familles. Et ils doivent gagner le droit de suivre leurs traces. Les réceptionnistes ont passé en revue leur siège et l'un d'entre eux a dit aux gars que les personnes qui montaient à bord du paquebot devaient désormais acheter des billets. Et chaque billet sera contrôlé tous les jours à midi. Il vous conseille donc de ne pas vous en séparer. Et maintenant, ils peuvent passer un par un. Soudain, Urek a senti une sorte d'aura provenant de la fin de la file d'attente. Il se retourna et se rendit compte que des types étranges les avaient rejoints. Ensuite, à l'intérieur du paquebot, les joueurs ont tous été choqués par une telle beauté. Après tout, ce paquebot est comme une immense maison. Le garçon dit à son aîné de regarder aussi, car c'était la première fois qu'il voyait une telle chose. Urek, lui aussi choqué, répondit que tout brillait. Danjon s'est avancé devant eux et a accueilli les élus en leur disant qu'ils seraient désormais leur examinateur en chef. Et lors du prochain défi, ils joueront le rôle d'apprentis. Au cours de leur apprentissage, ils seront formés à la spécialité qui leur sera attribuée. Il y aura des évaluations intermédiaires pour chaque spécialisation. Leurs capacités seront évaluées par des examinateurs réputés. Les étudiants qui se classent parmi les meilleurs seront récompensés. Ceux qui ne sont pas classés seront disqualifiés, quels que soient leurs résultats aux examens. Le jeune homme a été surpris et a demandé « Disqualifié ?» Cela signifie-t-il que même si vous réussissez l'examen principal, vous pouvez toujours abandonner? Urek demande ce que sont les spécialisations. Néo répond qu'il s'agit de postes occupés par les membres de l'équipe. Elles ont été inventées par les pionniers qui ont conquis la tour. L'éclaireur suit les mouvements de l'ennemi sur les lignes de front et fait des ravages sur le champ de bataille. Et l'adepte de la lumière reste à l'écart, observant et donnant des ordres. L'arbalétrier travaille en collaboration avec l'adepte de la lumière pour détruire les ennemis à longue distance. Le guide contrôle le flux de Shinsu pour exterminer les ennemis avec une puissance dévastatrice. Et une position solo. Un esquiveur qui traque et capture les ennemis. Bien sûr, il existe d'autres spécialisations. Mais ces 5-là sont les principales. S'il ne le sait pas, c'est qu'il a dû vivre dans un endroit très reculé. Urek réfléchit un instant et répond qu'on peut dire cela. Danjon dit qu'il va maintenant annoncer aux examinateurs les mentors de chaque spécialisation. Et dans la première spécialité, le mentor guide Baskerville. Ensuite, le mentor poudre, adepte de la lumière. Mais les éclaireurs seront encadrés par Gisli. Et Heidi sera responsable des lanciers. Et enfin, Danjon a dit qu'il serait l'éclaireur des huîtres. Soudain, le joueur s'est dit cela, Danjon a crié particulièrement fort. Et c'est un nom tellement étrange. Danjon a dit qu'il y aurait désormais une allocation basée sur leurs capacités. Et laisser les joueurs vérifier leur spécialisation. Ils devraient suivre leurs estimés mentors en vérifiant l'emploi du temps. Soudain, Urek leva la tête et vit qu'il était arrivé jusqu'à l'équipe du deal. Le garçon a dit à Urek qu'il avait été désigné comme pugiliste. Ils ont donc des spécialisations différentes. Urek lui a demandé ce qu'il y avait de mal à cela. C'est génial. Néo s'approche et dit qu'il est aussi un guide. Ils se retrouvent dans la même équipe, mais ils ont des rôles différents. Le joueur s'est réjoui et s'est rangé à son avis. Urek dit qu'il est bon que les spécialisations ne se chevauchent pas. Il n'y aurait pas de rivalité. Et puis chacun doit donner le meilleur de lui-même pour aller plus loin. Il se dirige directement vers le terrain d'entraînement des Udilchik. Danjon les a accueillis et leur a souhaité la bienvenue dans l'équipe des Oodles. Et comme il le leur avait dit, il était leur mentor. Il tient d'abord à préciser certaines choses. La première chose qu'il veut leur dire, c'est que le doge est une grande spécialité. Et cela signifie que les plus forts parmi les élus sont ici. Il n'y a donc pas de place pour les faibles. Et que les autres suivent l'entraînement de base aujourd'hui, ce sera différent pour eux. Il ne tolérera rien qui déshonore le nom des Oodles. Aujourd'hui, ils vont donc faire passer un test d'entrée. Ceux qui échouent peuvent faire leur valise et quitter le liner. Le joueur se dit immédiatement que c'est de la folie. Ils sont coincés ici avec ce tyran. L'homme blond fut surpris et demanda « Test d'entrée ?» Il pensait qu'il y aurait une sorte de camp d'entraînement. Urek répond que c'est une bonne idée. Danjon tend les mains et dit que c'est le moment de commencer. Les joueurs ne savent pas quoi faire, car il ne leur a même pas expliqué ce qu'ils doivent faire. Danjon leur a demandé pourquoi ils étaient gelés. Qu'ils commencent à se lever un par un. Soudain, Blondie dit qu'il est fou, et qu'il passerait en premier. Il s'est excusé auprès d'Urek et lui a dit qu'il avait l'habitude d'être le premier à tout faire. Le garçon ne discute pas et le laisse partir en premier. Danjon s'est réjoui et a dit qu'ils avaient leur premier volontaire. Et avant de commencer, qu'ils mettent cette ceinture. L'homme blond a pris la ceinture bleue et a demandé « Celle-ci » Et soudain,
La ceinture a aspiré sa ceinture et s'est nouée toute seule. Le blond ne comprenait pas pourquoi. Après tout, il ne pouvait presque plus bouger. Danjon lui dit de se taire immédiatement et de se dépêcher un peu. Danjon a décidé de lui apprendre à tenir sa ceinture correctement et lui montrait tout seul. S'emparant des ceintures des uns et des autres, Danjon a déclaré qu'il était temps de commencer. Et a demandé à tout le monde de faire attention. À quoi ressemble la position de départ? Lorsque les joueurs s'emparent de la ceinture, ils la soulèvent pour s'appuyer sur leur adversaire. Demandez-leur de lever leur torse pour qu'ils s'appuient sur leur adversaire. Et faites savoir que le jeu commence. Urek regardait et n'avait pas du tout envie de faire une telle chose avec cet oncle. Pendant le jeu, Danjon dit aux joueurs qu'il a déjà commencé et qu'il n'est pas dans un poteau. Il leur demande de redresser le dos et de garder les pieds au sol. Et s'ils continuaient à se tenir ainsi, ils seraient projetés au sol. C'est à ce moment-là que Danjon a montré comment faire. Et quand son dos commence à toucher le chinsu au sol, il a perdu. Le gars n'a rien pu faire et s'est écroulé sur le sol avec un coup violent. Le joueur a dit, comme on l'attend d'un officier. Il l'a abattu d'un seul coup. Danjon secoue ses mains et dit au suivant de monter. Mais il vit qu'il n'y en avait pas d'autres qui voulaient venir. Soudain, Urek lève la main et dit ce qu'il souhaite. Mais Danjon a poursuivi en disant qu'ils avaient peur. Et qu'il donnerait une chance supplémentaire aux 3 premiers joueurs, y compris le premier. Les 2 joueurs ont immédiatement dit qu'ils partaient. La jeune fille a également décidé qu'elle ferait mieux de réessayer plus tard. Urek s'est énervé et a dit qu'il devrait encore attendre. Il a demandé à son voisin pourquoi il ne partait pas. L'homme a répondu qu'il n'entrait dans aucun classement. Il est allergique à ce genre de choses. Urek a dit qu'il comprenait et qu'il ne le dérangeait pas. Mais le gars a vu que son allié était ou simplement bizarre. À ce moment-là, dans la salle des machines du liner, Zard a dit qu'ils ont réussi à se faufiler sans se faire remarquer. Et le premier pas est fait. En entrant dans le paquebot, chaque personne choisie s'est vu remettre un billet. S'ils s'en emparent et passent la nuit, ils en deviennent les propriétaires légitimes et peuvent ainsi réussir pleinement l'épreuve. Elle suggère maintenant qu'ils se séparent et qu'ils trouvent leur propre victime. L'équipe répond à la princesse que tout sera fait. Zarda se souvient qu'Urek a été affecté aux Oodles. Avant la fin de la nuit, le billet d'Urek serait entre ses mains. Le blond vit que les 2 joueurs étaient instantanément renversés. Le gars avait l'impression que ses pieds s'étaient enfoncés dans le sol et qu'il ne pouvait plus bouger. Et il n'y avait aucun moyen de les soulever. Mais Danjon a dit aux garçons qu'ils étaient imparfaits. Et il a appelé le prochain élu à tenter sa chance. Mais Urek a vu que cette administratrice était pleine d'énergie. Mais Danjon a regardé sous ses pieds, a vu la joueuse et a demandé ce qu'elle faisait. Qu'elle quitte le terrain immédiatement. La jeune fille s'excuse et répond que ses jambes n'obéissent pas. Danjon lui dit de ne pas montrer son impuissance. Les faibles n'ont rien à faire ici. Qu'elle monte immédiatement. Urek s'approcha de la jeune fille et lui dit qu'il l'aiderait. Mais Danjon a levé les yeux et a vu un visage très familier devant lui. Urek l'aida et lui demanda si elle allait bien. La fille a dit oui et l'a remercié pour son aide. Ensuite, il a mis sa ceinture et a demandé au professeur s'il pouvait commencer. Il a même enlevé ses chaussures, car ce jeu promet d'être amusant. Et il doit découvrir le mystérieux pouvoir qu'il utilise. Urek dit à l'administrateur que, puisqu'il lui avait montré le pouvoir de ce lieu, il lui montrerait en retour le pouvoir qui existait à l'extérieur de la tour. Danjon se demanda ce qui n'allait pas chez cet élu. Ne peut-il pas savoir comment utiliser les bêtes divines? Alors pourquoi les bêtes réagissent-elles si étrangement à son égard? Urek prend une pause de lutte et dit au professeur qu'il est temps de commencer. Danjon lui demande pourquoi il fait cela. Urek rit et répond qu'il ne fait que répéter après lui. Qu'ils se dépêchent un peu et ils commenceront. Ou bien le professeur a-t-il eu peur? Danjon s'est mis en colère et a dit que le gamin était un idiot fou. Il a perdu la tête ou quoi? Et comme il le voit, le gars est juste en train de bluffer. Il essaie de cacher sa peur derrière un masque de confiance. Et lui faire attraper sa ceinture immédiatement. Urek dit que c'était exact, qu'il était temps de commencer. Danjon saisit sa ceinture et réalisa que ce type n'était que l'élu et qu'il avait déjà un tel pouvoir. Urek a soudain dit au professeur qu'il était assez impressionnant pour sa taille. Il espère qu'il ne sera pas déçu. Après avoir dit cela, Danjon s'est mis en colère et a commencé à pousser le gars. Urek a saisi le moment et a fait une entaille qui a fait tomber le professeur au sol. Danjon n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé et est resté allongé sur le sol. Les autres élus étaient choqués par une telle occasion, mais un peu heureux pour lui. Mais ils ont commencé à crier que l'administrateur avait été vaincu. C'est le jeune blond qui a vaincu l'administrateur. Danjon a commencé à dire que c'est mal. Ça ne compte pas. Il a glissé tout seul. Il retenait la force pour ne pas le tuer, alors il a perdu l'équilibre. Et bien sûr,
Ça ne compte pas. L'élu lui demande de quoi il parle. Il l'a clairement vu se faire renverser. Et quelles sont ces excuses ridicules? Après tout, un homme a l'âme aussi sale que ses cheveux. Il ressemble à une statistique laide, il est méchant et mal élevé. Comme on pouvait s'y attendre de la part de l'ancienne génération, ils ne savent pas du tout admettre leur bévue. Danjon se fâche et crie aux élus de se taire. Ce cri était si fort et si puissant que les ondes sonores soulevaient l'eau du sol. Urek s'interrogea, et réalisa que même si cet homme semblait trop émotif et qu'il lançait des mots à tort et à travers, quelque chose dans ses paroles avait du sens. Et pour une raison ou une autre, il se retenait définitivement. Il n'a jamais vu le pouvoir qu'il voulait découvrir. Urek dit à l'administrateur que c'était vrai. Lui aussi l'avait ressenti. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit avant que l'administrateur ne s'arrête. C'était donc son erreur. Danjon a répondu qu'il s'en était rendu compte lui aussi. Urek suggère d'annuler cette tentative et de réessayer. Danjon demande si ce n'est pas conforme au règlement. Le gars répond que oui, bien sûr. Il veut une victoire équitable. Danjon s'est demandé ce qui n'allait pas chez ce morveux. Pourquoi est-il si arrogant? Il a dit qu'être capable d'admettre la vérité était un bon trait de caractère. Laissons-le se préparer. Urek et Danjon ont attrapé leur ceinture et le gars lui a dit de se préparer. Danjon pensait que même sans utiliser le shinsu amélioré, il gagnerait à coup sûr. Il avait été négligent, mais cette fois-ci, il allait prendre le dessus grâce à sa force brute. Disant qu'il était en de commencer, Urek le souleva immédiatement dans les airs. L'élu s'est mis à rire immédiatement et à crier pour que tout le monde regarde. Cette fois, il a fait venir l'administrateur. Pendant sa lutte, Urek a demandé « Qu'est-ce qu'il a? Quel ennui! Qu'il utilise déjà son pouvoir. » Danjon voit que l'abruti se moque de lui. Urek lui dit de lui montrer la force avec laquelle il l'a attaqué pendant l'épreuve. À ce moment-là, sur le terrain d'entraînement des Kopjak, Heidi salue ses élus. Heidi a dit que, comme on le lui avait dit, elle était un mentor pour les Coplander. En tant qu'instructrice, elle leur apprendrait tout à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont effectuer une simple séance de lancer de javelot. Il s'agit d'un petit exercice pour se faire une idée de leur niveau. Il n'y a pas de raison d'être nerveux ou d'avoir peur d'essayer. L'homme a été choqué et s'est senti mal à l'aise en voyant la main de la jeune femme tourner à toute vitesse. Heidi leur a montré sa capacité à combattre et à agir sans que l'ennemi s'en aperçoive. Elle a montré qu'elle pouvait même lancer une lance et, voyant une cible devant elle, elle l'a touchée en plein centre. Les élus ont dit que c'était cool. Heidi a demandé au gars qui voulait commencer. Les élus l'aimaient beaucoup et voulaient tous l'essayer. Mais Ru l'a regardé et n'a pas bougé. Ru est resté là pendant tout ce temps alors que les autres élus essayaient et apprenaient à lancer une lance. Les élus ont dit qu'ils n'étaient qu'une bande d'amateurs. Qu'ils se contentent de regarder et d'apprendre comment il faut faire. L'élu prit une lance et, avec rapidité, il la lança et la frappa en plein sur 30 points. Chozan a demandé s'ils avaient vu ce film. Heidi a répondu que ce n'était pas mal. Impressionnant, même. Mais Ro pensait que c'était terrible. Il ne pouvait même pas tenir la lance. Il avait fait de son mieux, et c'était dommage. Tout le monde pouvait lancer une lance assez loin, mais pas lui. Et pourquoi a-t-il été choisi en premier lieu? L'élu s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il faisait ici. Ru se leva et répondit qu'il n'arrivait pas à lancer la lance. L'élu lui a dit que c'était sa première fois, qu'il ne fallait pas s'énerver. Tu ne peux pas te boucher le nez. Il l'avait vu lors du dernier procès, n'est-ce pas? Ro était plutôt cool. Et il s'appelle Rohan. Rohan lui a serré la main et lui a dit qu'il était ravi de le rencontrer. Et qu'il ne devait pas être contrarié. Après tout, Junior voulait l'intégrer à l'équipe. Et il était sûr qu'il avait son propre talent caché. Ro est surpris et lui demande si c'est vrai. Franchement, il avait l'impression d'être bon à rien. Rohan a répondu qu'il faisait confiance à l'instinct de Junior. C'est sûr, il va devenir quelqu'un de spécial. Comme eux tous. Il ne pouvait pas faire équipe, mais lorsque son cadet l'a choisi, il a commencé à l'apprécier. Ils vont donc se serrer les coudes et faire de leur mieux. Et il lui montrerait comment utiliser ce pouvoir. Rohan prit la lance et dit au jeune homme de regarder attentivement. Mais Ru le voyait comme un homme très bon. Et Evlit aussi, il y a tant de bonnes personnes dans la tour. Et Ru lui est reconnaissant d'être gentil, même avec une créature aussi damnée que lui. À ce moment-là, les quelques privilégiés sur le terrain d'entraînement des Udelmen criaient que ce type était quelque chose. Et il a réussi à faire monter l'administrateur du procès d'un seul coup. Et il a crié au gars de le lancer. Danjon voyait bien que cet élu était un bâtard. Mais quel genre de pouvoir possédait-il? Mais Urek y voit un soulagement. Et même dans l'obscurité, la lumière trouve son chemin. Sa puissance revient peu à peu. Urek demande au professeur pourquoi il ne veut pas le montrer.
Le pouvoir qu'il avait montré lorsqu'il l'avait attaqué la dernière fois. Et s'il ne commence pas à utiliser la force dès maintenant, il subira des humiliations. Danjon répondit à l'élu que s'il parlait du niveau de Shinsu, très bien, il lui montrerait. Et il se mit immédiatement à lui montrer. Urek a immédiatement senti que c'était elle. La puissance qu'il avait ressentie auparavant. Son corps se durcit et devint aussi lourd que la pierre. Et il y a ici une énergie, inconnue de lui, qui le rend plus fort. Mais qu'est-ce que c'est, se dit-il? Et Danjon a vu que l'élu était un idiot. Et il est fasciné par un pouvoir dont il n'a aucune idée. Mais cette curiosité le conduit à la mort. Danjon lui dit qu'il ne peut plus utiliser ce pouvoir contre lui. Urek a été surpris et a demandé quoi? Danjon répond qu'il existe une règle dans la tour selon laquelle les officiers ne peuvent pas nuire aux élus sans autorisation spéciale. Et sans l'approbation de l'administrateur ou le consentement mutuel. Dans le pire des cas, il sera démis de ses fonctions ou détruit. Et s'il utilise toutes ses forces ici, son corps, incapable de résister au Shinsu, sera déchiré en deux et il mourra sur le coup. Il sera alors renvoyé et passera le reste de sa vie en cavale. Urek dit qu'il est étrange d'entendre de telles paroles de la part d'un homme entre les mains de l'élu. Même s'il le faisait, il ne mourrait pas. Danjon lui a demandé s'il pensait qu'il se laisserait prendre à une provocation aussi minable. Mieux vaut subir une humiliation que de laisser sa vie entière être gâchée. Et il a une suggestion à faire. Urek s'étonne et demande avec surprise, « Une suggestion ?» L'administrateur a répondu par l'affirmative, qu'il écoute et qu'il se rende compte que ce n'est pas une mauvaise affaire. Ils s'affronteront en duel dans 3 jours, sous réserve de l'approbation de l'administrateur, et mettront leur vie en jeu. Il ne connaît pas tous les détails du prochain défi, mais il s'agira du jeu pour la couronne. Pour autant qu'il le sache. Il y aura un espace où ils pourront se battre sans être vus. Et si le combat est consensuel et secret, il ira jusqu'au bout. Leurs vies sont en jeu. Il veut une vraie bataille, pas ces jeux ennuyeux, n'est-ce pas? Il a raison, n'est-ce pas? Répondit Urek, l'air tenté. Danjon pensa que le garçon était un imbécile, car il s'était laissé prendre à la provocation si facilement. Mais soudain, il ajouta qu'il y avait une condition. Il le laisserait immédiatement partir et tomberait lui-même, avant de s'avouer vaincu. Urek demande pourquoi il ferait cela. Danjon répond que s'il le faisait, il laisserait tout le monde passer ce test. Urek a déclaré que ses conditions étaient plutôt bonnes. Il a lâché la ceinture en serrant la main. Urek fait semblant de glisser et tombe immédiatement au sol. Il ne bougea plus pendant quelques secondes. Urek se lève et dit qu'il est tombé. Mais les gars étaient en état de choc et ne pouvaient pas croire une telle chose. L'élu a crié cela, comme on l'attend d'un administrateur de procès. Une fois qu'il l'a voulu, il devient invincible. Son corps se raidit et il s'écroula comme une pierre. Et où se trouve la source de ce pouvoir extraterrestre? Vient-il de ses cheveux sales? Et là, il se rend compte qu'il a déjà eu de la chance. Danjon a répondu qu'il l'était. Mais il n'était pas mal non plus. Même s'il a glissé, il a réussi à l'abattre. Il demanda aux élus s'ils l'avaient vu. Voilà ce que signifie être un vrai pêcheur. Dans ce test, il a vu le potentiel qu'il avait en lui. Il n'a pas l'intention de disqualifier qui que ce soit dès le départ. Il voulait voir comment il se comporterait dans une situation critique. Ils ont donc tous réussi le test d'entrée. Les élus sont choqués et demandent si l'administrateur dit la vérité. Danjon répond que oui et que c'est exactement comme ça. Et tout le monde est le bienvenu chez les Udilnik. Les élus se sont réjouis et ont dit qu'ils n'avaient rien compris, mais qu'ils avaient réussi et que c'était le plus important. Danjon se retourne et annonce à l'élu qu'il sera sur place dans 3 jours. Il va le tuer. Mais Urek ne l'a pas laissé lui parler ainsi et lui a répondu de la même manière. Et il vit dans son esprit que, même s'il n'était pas son genre, il l'aimait bien. Danjon demande à chacun de regagner sa chambre. Nouveaux arrivants, vous pouvez vous disperser. Les chambres sont divisées par équipe. Urek se rendit compte qu'il n'en avait aucune idée, mais cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas défié, mettant sa vie entière en jeu. Et cela faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu quelqu'un qui prenait des risques sans peser sur sa conscience. Les élus sont sortis de la salle d'entraînement et disaient déjà qu'ils étaient fatigués. Et ils voulaient déjà voir leur chambre. Soudain, une fille courut à côté de l'élu et Urek la reconnut un peu. Il lui demanda si elle faisait partie des élus qui avaient réussi le test, n'est-ce pas? L'élu répondit que oui. Elle voulait lui dire qu'elle lui était reconnaissante d'un tel acte, et lui souhaita un bon repos. Urek ne se rendait même pas compte de ce que c'était maintenant, et il vit que c'était l'heure de son premier amour, et il était heureux d'avoir réussi à entrer dans la tour après tout. La jeune fille a vu Urek rougir si fort qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait raison. Et ce type est définitivement un solitaire dans la vie. Il peut sembler simple et stupide, mais en réalité il est fort et facilement influençable.
Et les points du premier test d'entrée lui reviennent. Mais Arda le suivit et vit l'élu courir dans le couloir où se tenait Urek. Mais elle s'est promis que ce soir, elle prendrait son billet et sa vie pour toujours. Mais soudain, l'élu l'a remarqué et s'est mis à crier qu'une princesse était là. Mais Arda est sorti et lui a demandé qui il était. L'élu a levé les mains et a répondu qu'il se rendait. Et de préciser qu'il était celui qui avait survécu avec elle dans le bâtiment en flammes. Zarda se rendit compte de son identité et lui demanda d'être un peu plus prudent, car quelqu'un pouvait les écouter à la dérobée. L'élu a présenté ses excuses, mais il a une proposition à faire. Zarda est curieux et lui demande quelle est cette offre. L'élu répondit qu'il voyait que la princesse avait mis en valeur cet homme, et qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il se joigne à elle. Il veut aussi récupérer un de ses billets. La princesse demanda avec surprise, « S'unir? Mais pourquoi diable voudrait-il faire cela ?» Le garçon répondit que ce n'était peut-être pas nécessaire, mais que la vérité était qu'il voulait s'unir à elle. Et si elle l'acceptait jusqu'à la fin de cette épreuve, non, même après. Il se consacrera à elle. La princesse s'est excusée et a répondu qu'elle était très sélective quant aux personnes qu'elle acceptait dans son équipe. À ce moment-là, Rohan a emballé un sac de soda et a dit « C'est génial. Cet endroit est vraiment cool. Ils viennent d'avoir un ticket et tout le monde a droit à un ticket et les boissons sont toutes gratuites. » Ro a dit que c'était vraiment le paradis. Mais soudain, Urek les a vus et a dit qu'à son avis, les gars se rapprochaient. Rohan a demandé à Urek s'il voulait se joindre à eux. Le gars a répondu que c'était cool et qu'ils pouvaient le faire dans leur chambre. Immédiatement après, ils sont allés dans leur chambre et ont commencé à ouvrir des sodas et à boire. Ro demande, 50, c'est ce qu'on appelle une boisson gazeuse? Rohan répond par l'affirmative. Il n'en a jamais goûté. On dit que ça rafraîchit le corps. Qu'il l'essaie. Ro l'a goûté et a dit qu'il était un peu amer, mais il semble qu'il commence à goûter la saveur du soda. Mais soudain, la porte s'ouvre et Evelyn entre. Elle leur demande s'ils boivent des boissons gazeuses depuis le premier jour, et ne laisse pas Rohan enseigner des bizarreries à Ro. Et ce n'est pas possible que ce soda sucré soit bon pour son corps. Mais Urek vit que leur porte venait de s'ouvrir avec fracas et le lui dit. Evelyn s'est approchée de Ro et lui a dit qu'il avait dit qu'il rendait juste visite aux prochains élus, et elle se demandait donc pourquoi il prenait autant de temps. Il passait du temps avec de mauvaises personnes, faisait de mauvaises choses, comment comprendre cela, a-t-elle demandé? Et maintenant, il la déçoit. Ro lui répond en se faisant frapper dans les yeux qu'il s'excuse. Evelyn lui a dit qu'il était inacceptable d'être ami avec ces gens. Et que tout le monde ici est un ennemi. Qui lui explique tout de suite. Evelyn a regardé les gars et a dit que ces monstres étaient tous leurs ennemis. Ru a demandé à la jeune fille ce qu'elle pensait du poste d'éclaireur. Evelyn rougit un peu à ce moment-là et, voyant le soda devant elle, prend la bouteille et boit. Et les gars l'ont soutenue à ce moment-là. Urek est surpris et dit qu'elle est encore plus effrayante quand elle est en colère. Mais Ro essaya de l'arrêter et lui demanda ce qui s'était passé. L'élu marchait à ce moment-là à côté d'eux et vit qu'il ne se comportait pas suffisamment et ne comprenait rien. Et ils ne se rendent même pas compte que quelque chose peut leur arriver à tout moment. La princesse va quand même se lancer à la poursuite de ce type aux cheveux argentés, et en attendant, il n'a qu'à voler un de leurs billets. Alors, même si la princesse le déteste, elle n'aura pas d'autre choix que de faire équipe avec eux. Et même si elle le déteste, il trouvera un moyen de faire partie de son équipe. Ro demande à Evelyn s'il s'est passé quelque chose sur le site d'entraînement des éclaireurs. La jeune fille répondit que l'homme lui avait fait faire ce qu'elle détestait le plus. Ro a immédiatement commencé à reconnaître et à demander qui avait fait ça. Evelyn a répondu que c'était leur moniteur de position. Demanda Ro avec surprise, l'ont-ils obligé à faire quelque chose qu'elle détestait? Une telle personne ne méritait pas d'être instructeur. Et qu'est-ce qui lui a fait faire exactement? Evelyn a répondu qu'elle avait été forcée de caresser un chiot. Ro a commencé à crier que pour être obligé de faire une telle chose, il n'était même pas humain. Mais Ro s'est arrêté et a demandé « Chiot ?» Evelyn pleure et répond que c'est exact. Lorsqu'il a découvert sa famille, il a pensé qu'elle pourrait avoir le talent nécessaire pour devenir un animal. Mais elle déteste vraiment toucher les animaux. Elle a donc dit qu'elle ne voulait pas et ne l'a pas touché. L'instructeur s'est alors mis en colère et a dit « Comment peut-elle, alors qu'elle est issue de la famille de Luopobia, ne pas être capable de faire cela? » Et il lui a demandé de lui apporter du soda. Ce soir, ils boivent et font la fête. Ro a dit que mademoiselle Evelyn avait ce problème, mais qu'elle n'aimait pas les chiots. Evelyn a répondu qu'elle aimait les animaux mignons, mais qu'elle ne les détestait pas. Elle n'aime pas les toucher. Et si elle les touche, ils se cassent. Urek lui a demandé si c'était sa position. Mais soudain, Urek remarque Néo et lui dit de ne pas l'écouter et de leur parler aussi.
Néo lui répond que cela signifie qu'il savait qu'il était ici. Urek dit qu'il n'est pas assez bête pour ne pas s'en rendre compte. Néo a répondu que ce n'était pas si mal. Ils lui ont juste fait faire un simple test. Néo a démontré ses capacités et a dit qu'il s'agissait de quelque chose comme ça. On lui a dit de le créer. Ru a dit que c'était le pouvoir. Evelyn a immédiatement compris ce que c'était et a demandé si c'était Shinsu. Urek a dit que c'est le même type d'énergie que celle utilisée par les observateurs de test et les éleveurs nommés Donjon, n'est-ce pas? Néo répondit que oui, même si c'était loin d'être parfait. Urek a dit de lui apprendre aussi. Pensa Evelyn, une personne ordinaire sans histoire qui venait d'entrer dans la tour et qui ne s'occupait de Shinsu qu'un jour après l'entraînement à la position. Et il ne s'agit pas d'une personne ordinaire, elle doit le surveiller de près. La princesse se souvient que le contrôle des billets est prévu pour minuit. Il restait environ 4 heures. Elle a même souscrit une assurance, pas de panique. 30 minutes avant le contrôle des billets. Quand tout le monde devrait avoir son billet sur soi, c'est le moment idéal pour agir. Après environ 4 heures, Urek a dit au revoir à ses amis et leur a demandé de prendre soin les uns des autres. Evelyn était complètement détendue et ne se rendait même pas compte qu'elle parlait et criait. Pendant que Ro essayait de la calmer et de la faire entrer dans la chambre, Urek se tourna vers l'élu et lui dit que maintenant que tout le monde était parti, il pourrait peut-être lui enseigner ce qu'elle avait fait auparavant. Ce Shinsu, ou quel que soit son nom. Néo demande s'il faut d'abord fermer la porte. Elle est visible de la rue. Et il ne pensait pas qu'Urek avait un tempérament aussi agaçant. Néo dit que le Shinsu est la substance sacrée qui remplit cette tour. Il les laisse se reposer, manger, dormir et cela l'ennuie un peu. De toute façon, en attachant ce Shinsu à une zone, il peut être utilisé à diverses fins. Cette zone s'appelle une chambre. Urek lui demande comment il fait. Néo répond qu'il y a 2 façons de faire. Il peut soit aspirer le Shinsu qui circule avec précision dans son corps, soit comprimer le Shinsu dans l'espace qui l'entoure. Il en tire le maximum qu'il peut emmagasiner dans son corps. Contrôler le Shinsu dans l'espace est une capacité qui ne peut être acquise que par des personnes au talent extrêmement rare, et encore, seulement après un long entraînement. Urek lui demande comment elle fait pour sortir Shinsu de son corps. Néo lui répond de le visualiser. Le garçon fut surpris et demanda comment imaginer. Néo lui a répondu d'imaginer qu'il avait une balle ronde devant lui, puis il a essayé de faire un trou dans cette balle et de connecter un petit tube entre elle et son corps. Grâce à 3 tuyaux, il laisse l'eau de son corps s'écouler à l'intérieur. C'est ainsi qu'il remplit la salle de Shinsu qu'il a créée. Urek a dit qu'il remplissait la pièce qu'il avait créée. Et pendant le processus, il a dit qu'il avait créé la pièce et qu'il l'avait ensuite remplie. Néo a observé tout le processus et a dit à son allié de la remplir maintenant. En ouvrant les yeux, Urek dit que rien n'apparaît, mais il se trompe un peu. Néo a répondu que bien sûr. Personne n'y arrive du premier coup. Demande Urek, elle vient d'apprendre cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Néo lui répond que c'est un génie, mais que c'est un connard sans talent. Urek continue de parler, il a vraiment senti quelque chose. Néo a dit que ce n'est pas quelque chose qui se produit instantanément. La plupart des ordinaires ne sont pas capables de le faire en une vie. Urek commença à essayer ses nouvelles capacités une fois de plus et ordonna à l'énergie de remplir le vaisseau. Immédiatement, tout se mit à trembler de façon inattendue. Le directeur s'est immédiatement précipité dans la chambre de Donjon et lui a demandé de sortir immédiatement. Donjon, qui somnolait à ce moment-là, s'est réveillé en poussant un cri et a demandé ce qui n'allait pas. Le directeur répond qu'un grand nombre de Shinsu apparaissent au fond du bateau de croisière. Donjon est sorti en courant et a demandé ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Le gars lui a répondu que tout était sous le bateau. Donjon se dirigea vers le bord du navire et fut choqué par ce qu'il vit, il ne comprenait pas comment cela pouvait être. Urek se met alors en colère et dit que rien ne marche. Néo lui répond que c'est parce qu'il n'est pas facile de le faire tout de suite. Donjon s'est soudain mis à crier que le Shinsu grossissait. Et pour tous les ordinaires à bord, en raison de changements météorologiques soudains le long de la route, le cours de la croisière serait radicalement modifié. Rohan a vu tout cela et a demandé ce qui se passait. Donjon fit signe à tout le monde de se préparer à frapper. Et pour chaque résident à bord, il demande à tout le monde de se préparer à l'impact. Et de s'accrocher. Néo lui demande ce qui s'est passé. Urek répond qu'il semble s'être passé quelque chose dehors. Il va aller chercher du soda et aller aux toilettes aussi. Donjon s'est demandé comment cela avait pu se produire. Qui est le génie qui l'a fabriqué? Le garçon a répondu qu'il ne le savait pas, parce qu'il était apparu soudainement, sans crier gare. Donjon a demandé qui était le chef des surveillants. Le garçon a répondu qu'il ne le savait pas. Il est parti sans dire où il allait. Donjon y a immédiatement pensé et a compris qu'il reviendrait au palais. Et il a dit aux autres qu'ils devaient le bloquer le plus possible.
Nous ne pouvons pas laisser le navire être détruit. Dites-leur de faire venir l'observateur en chef du test qui contrôle les vagues. Danjon regarda tout cela avec étonnement et se demanda quel genre de chinsu c'était. Il n'avait jamais vu un chinsu aussi brillant de toute sa carrière de gradé. Danjon regarda soudainement plus près en entendant la voix, demandant ce que c'était à l'instant. Il semblait avoir entendu un peu de ce chinsu. Danjon a demandé « A-t-il tort ?» et se mit à hurler de peur que ce soit Chinsu qui grossisse encore. Tout le monde criait de peur, car il ne savait pas comment l'arrêter. Ro s'est aussi enfui et a demandé ce qui se passait vraiment. Et si ça continue, le bateau va couler. L'élu de l'équipe de la princesse a compris qu'il ne s'agissait pas d'un chaos aléatoire. La fille sans talent des 10 grandes familles a été emmenée dans une autre pièce. Ils sont aujourd'hui les seuls à pouvoir faire ce qu'ils ont prévu. Et c'est une grande chance pour eux. Il ne sait même pas ce qui s'est passé à l'extérieur, mais quand tout est en chaos, c'est sa chance. Il se précipite immédiatement derrière eux et décide d'attaquer. Mais Rohan a senti son approche et, le voyant du coin de l'œil, il a repoussé Ro, lui sauvant la vie. Mais Rohan est un peu blessé par les armes de l'ennemi. Il lui demanda qui il était. Et Ro demanda à son ami s'il allait bien. L'ennemi lui répond qu'il a manqué un point essentiel. Mais il savait que son but ultime était de faire équipe avec ce type aux cheveux argentés et de se comporter en homme. Pour l'instant, il doit à tout prix obtenir au moins un billet. Et d'abord, il doit voler le billet d'un certain Ro. Et il est naturel de s'en prendre aux faibles. Mais Urek était dans les toilettes quand soudain la porte s'est ouverte très rapidement. Dit Urek, alors que les lumières clignotent et que tout tremble. Il est déjà furieux de ne pas avoir pu faire ce chinsu, et maintenant son humeur est gâchée. C'est alors que Zaarda entre et crie son nom. Urek se couvrit le corps et répondit qu'il s'agissait des toilettes des hommes. Zaarda lui a demandé s'il savait qu'elle était seule ici. Urek demande pourquoi les filles de ce manoir aiment casser les portes, et qu'elles ne lui disent pas qu'elle l'a suivi dans la salle de bain pour lui demander de sortir avec elle. Zaarda lui répond qu'elle est venue lui voler son billet. Urek est surpris et demande quoi. Zaarda a répondu que le surveillant de l'examen lui avait dit que si elle pouvait voler le ticket, elle pourrait repasser l'examen. Urek lui demande si c'est bien ce qu'elle voulait dire. Zaarda répondit que oui, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Urek a dit qu'il pensait qu'elle avait besoin de quelque chose pour embarquer sur la croisière, mais faut-il vraiment que ce soit un billet? Zaarda répond que non, cela n'a plus vraiment d'importance. Urek a demandé pourquoi elle le suivait. C'est une harceleuse? Mais comme elle le sait probablement déjà, il est très fort. Il voulait juste qu'ils réussissent tous les deux l'examen. Alors, qu'il aille voler quelqu'un d'autre. Zaarda a répondu par la négative et a dit qu'elle allait chercher son billet. Elle lui a immédiatement sauté dessus par derrière. Et qu'il s'agisse d'un compagnon ou d'une proie, il vise toujours le plus fort. N'est-ce pas? Urek a dit que c'était même gênant. Mais pour un gentleman comme lui, combattre une femme est un véritable défi. Mais si elle va jusque-là, qu'elle se prépare à admettre que lui seul sera le vainqueur. Soudain, Néo a ressenti quelque chose d'étrange et s'est dit, qu'est-ce que ce tremblement de terre? Quelque chose a dû se passer à l'extérieur? Mais lorsqu'il a regardé au coin de la rue, il a vu les garçons se battre contre l'étranger. Et ils sont en grand danger, car le sang a déjà coulé sur le sol. Evelyne s'était également rétablie et se tournait vers M. Loup dans son sommeil en lui disant qu'elle avait la gorge sèche. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a crié à Ro de lui apporter de l'eau. Elle n'arrive pas à sortir du lit. Ro demande à son ennemi comment il peut être là. Il voyait bien qu'il avait échoué au test. Rohan fut également surpris et demanda « Voit-il un fantôme? Et pourquoi s'en prend-il à eux en particulier ?» L'élu prit les aiguilles dans ses 5 doigts et les dirigea de toutes ses forces vers les garçons. L'élu prit ses 5 doigts et les pointa droit sur les garçons. L'élu a trouvé ça cool. Et il ne savait pas pourquoi Rohan avait fait ce geste, puisqu'il s'était entraidé. S'il réussit à s'imposer ici, il pourra obtenir leurs 2 billets, et c'est encore mieux. Mais soudain, il vit une ombre derrière eux et déclara qu'il y avait là un étrange fantôme. Evelyne apparut à l'horizon et dit à son ennemi qu'elle pensait vraiment qu'il avait été mangé par une chèvre à ce moment-là. Mais comment a-t-il réussi à sortir de l'estomac de la chèvre? Quand l'élu l'a vu, il était très en colère, et les autres étaient choqués qu'elle se soit réveillée si tôt. L'élu lui a dit qu'elle s'était évanouie parce qu'elle était ivre, n'est-ce pas? Evelyne lui a répondu, pourquoi aurait-elle bu quelque chose de si nocif pour son corps? L'élu lui répond que c'est évident, elle vient de lui tomber sur le dos. Elle était tellement ivre qu'elle ne se rendait même pas compte de l'endroit où elle se trouvait. Evelyne a répondu que, premièrement, elle buvait des boissons gazeuses et non de l'alcool. Et qui s'enivre de soda de toute façon? Ce n'est qu'un coup de pub. L'élu a été surprise et a demandé s'il s'agissait d'un jeu publicitaire.
Evelyne a répondu que si elle était ivre de quelque chose, ce n'était pas d'alcool ou de boisson gazeuse, mais c'était l'odeur de M. Loup qui la roulait sur son dos. Elle est ivre maintenant? Rohan s'est aussi énervé et a dit qu'il irait dans sa chambre. Mais Evelyne s'est mise en colère et lui a crevé les yeux avec ses doigts. Evelyne dit qu'elle ne comprend pas comment il a réussi à sortir de la gorge de Goat, mais elle ne peut pas lui pardonner d'avoir attaqué M. Rowe. L'élu demanda, surpris, « Quoi? Et si elle ne voulait pas lui pardonner? » Mais Evelyne ne lui adressa pas la parole et lui fonça droit dessus à coups de poing. Evelyne le lui a dit tout de suite, il demande aussi ce qui va se passer. Même avec tout ce qui est cousu, il ne comprend pas ce qui se passe? Et ce n'est pas l'étreinte chaleureuse de sa mère, c'est la tour intérieure. Pense-t-il vraiment que la tour intérieure est la même que son cul intérieur? Et qu'il ne touche pas à ce qui lui appartient? Et aussitôt, elle l'a attaqué avec sa technique et lui a dit de mourir. Mais l'élu ne s'est pas laissé intimider et a décidé de lui répondre qu'elle était folle. Mais Evelina a saisi le moment et s'est écartée pour esquiver l'attaque. Et elle a dit que ce qui était vraiment nul, c'était ses compétences. Evelina ne joua pas longtemps avec lui et esquiva une contre-attaque avec ses bras. Après cela, elle s'est précipitée sur lui et lui a asséné plusieurs coups de pied qu'elle a dirigés vers sa tête. Mais elle ne s'est pas arrêtée là et a continué à le frapper comme un sac poubelle. L'élu était complètement réduit en bouillie et ne pouvait même plus bouger. Rohan regarda tout cela et dit que c'était incroyable. Et elle fait partie des 10 grandes familles qui peuvent éliminer en un clin d'œil quiconque touche à ses proches. Mais soudain, l'administrateur s'est tourné vers tous les élus et a déclaré que les billets allaient maintenant être contrôlés par l'équipage. Il a demandé à chacun de préparer son billet. Et le contrôle des billets commencera dans 10 minutes. L'homme a commencé à contrôler les billets et a demandé à chacun de montrer son billet. Il a menacé les élus de les manger s'ils ne lui montraient pas les billets. Zaharda a alors tenté de maîtriser l'homme et de s'emparer de son billet afin de pouvoir passer l'examen. Mais Urek continuait d'esquiver, et elle ne pouvait pas l'atteindre avec son arme. Zaharda était très sérieux contre lui, et il n'y avait même pas un sentiment de pitié ou d'inquiétude. Urek se rend compte qu'il s'agit de la princesse Zaharda. Et ses compétences sont différentes de celles des autres. Urek s'est tourné vers elle et lui a dit qu'il avait entendu dire qu'elle était la fille de quelqu'un appelé le roi de la tour, est-ce vrai? Zaharda a répondu que biologiquement non, mais que s'il parlait de sa relation actuelle avec le roi Zahar, alors oui. Urek demande ce que cela signifie. La princesse répond qu'elle est en quelque sorte la fille adoptive du roi. La famille Zahar sélectionne les filles les plus talentueuses de la tour pour en faire des princesses Zahar. Les princesses choisies empruntent le pouvoir de Zahar pour escalader la tour. Urek écoute et dit que c'est un système très compliqué. Zaharda lui a répondu qu'il ne connaissait même pas les princesses Zaharda. Urek a immédiatement esquivé son attaque et lui a demandé si elle était sûre. Exactement, mais seulement et information de tour. S'il gagne ce combat, fera-t-elle marche arrière après qu'il lui ait rendu un seul service? Soudain, au cours de l'attaque, Urek a esquivé et le billet s'est envolé de sa poche. Zaharda tente de l'attraper et demande avec surprise, « Une faveur ?» Urek dit que ce n'est pas difficile. Qu'elle le mette en contact avec le roi Zahardam. Zaharda s'est excusé et a répondu que c'était la chose la plus difficile à faire dans cette tour. Rencontrer le roi Zahard n'est pas possible, même pour elle, la princesse Zahard. Urek s'interroge et demande avec surprise s'il s'agit de son père, n'est-ce pas? Zaharda a répondu que les seules princesses Zaharda qui peuvent rencontrer le roi directement sont celles qui possèdent la série des 13 mois. Urek est surpris et demande, 13 mois? La princesse répond que oui, ce sont des armes offertes directement par le roi Zahar. Il y en a 13 au total. La princesse qui reçoit une arme de la série des 13 mois acquiert le droit de rencontrer le roi en personne. C'est pourquoi elle monte dans la tour. Elle obtient une des armes de la série des 13 mois et rencontre le roi. Et à la fin, elle le tue. Urek est surpris et répond que c'est la même histoire que celle qu'ils ont vue dans la première saison. Zaharda se fâche et lui dit de se taire. Urek a dit, et si on faisait comme ça alors? Il l'aide à obtenir une des armes de la série des 13 mois ou quelque chose comme ça. Et elle le mettra en contact avec Zahar. S'il s'avère être un méchant, il le tuera aussi. Soudain, l'administrateur se tourne vers toutes les personnes debout et leur dit que les billets vont maintenant être contrôlés par l'équipage. Il demande à chacun de préparer son billet. Et à tous ceux qui ont été sélectionnés, le contrôle des billets commencera dans 10 minutes. Et demande à tout le monde de s'asseoir. Zaharda s'étonna d'avoir attendu si longtemps. Il était en d'utiliser ce qu'il avait préparé. Et il semblait qu'il était en pour elle de l'utiliser. Zaharda se tourne vers lui et lui demande si son billet est tombé par terre. Urek fouille dans ses poches et voit que le billet est sous ses pieds. Depuis quand? Lui demande Urek. Zaharda profita de ce moment pour l'attaquer avec son arme. Urek voit son billet, qui est sous ses yeux.
Il a immédiatement compris qu'il s'agissait de son billet. Zaarda a saisi le billet et a dit qu'elle s'excusait et qu'elle tenait son vrai billet dans ses mains. Urek s'étonne et demande ce qu'est ce billet. Zaarda répond qu'elle a volé ce billet à l'un des habitués pendant la croisière. En fait, avant de le rencontrer, elle avait déjà réussi à voler un autre billet à un autre habitué. Elle l'a juste laissé tomber à l'avance et a fait semblant d'être dupe, comme lui. Mais quand même, sa cible, c'est son ticket. Urek lui demande si elle lui a menti. Zaarda répondit que ce n'était pas grave, que la calèche arriverait bientôt. Tant qu'elle aura un billet, elle réussira. Urek lui a demandé ce qu'elle faisait. Pourquoi met-elle le billet à cet endroit précis? Zaarda lui a répondu d'essayer de le voler, et l'a traité de vierge pour la dernière fois. Urek s'est mis en colère et a dit qu'il la tuerait sur le champ. Pensait-elle qu'il ne pouvait pas le faire? Zaarda répond qu'elle va se plaindre de lui comme d'un pervers. Urek s'enflamme et lui demande ce qu'elle attend de lui. La réponse de Zaarda est qu'il doit essayer de le voler. S'il échoue, comment pourra-t-il tuer le roi Zaarda? Elle lui montrera que ce n'est pas en jouant la carte de la facilité devant un homme désespéré que l'on obtiendra de bons résultats. Urek a immédiatement senti son aura changer. Quelque chose avait émergé de cette femme. Mais tout à coup, le contrôleur est entré et a dit qu'il devait lui fournir un billet. Zaarda demande comment il peut être là. Et s'agit-il vraiment du contrôleur de billets? Le contrôleur leur a dit de lui fournir les billets. S'ils ne le font pas, il les mangera. Le contrôleur leur a indiqué qu'il était interdit d'embarquer sans billet. Zaarda répond qu'il y a eu un malentendu. Mais le contrôleur s'est mis à crier qu'il était interdit d'embarquer sans billet. Urek répond qu'il a tout compris et qu'il rendra bientôt son billet. Mais Zaarda s'est excusée et a dit qu'elle obtiendrait certainement la permission du superviseur. Mais le contrôleur a répété qu'il était interdit d'embarquer sans billet. Mais soudain, le contrôleur a commencé à se multiplier et à utiliser sa voix pour leur dire ce dont il avait besoin. Mais le contrôleur n'en est pas resté là et a précisé qu'il s'agissait d'une peine de mort. Pour ceux qui s'asseyaient sans billet. Urek a demandé s'il allait les combattre. Zaarda a répondu que s'ils peuvent résoudre le problème avec ceci, c'est leur cadeau de remerciement. L'assistante est allée voir la réceptionniste et lui a dit que le contrôleur de billets n'était toujours pas arrivé. Ils ont donc cherché, mais il n'était toujours pas là. Danjon était en colère et ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Il commença de nouveau à sentir l'énergie du Shinchi s'accumuler. Il avait l'impression que Shinsu se comportait comme un être vivant. Et elle poursuit la croisière. Le directeur l'a senti aussi, et a décidé de le vérifier lui-même en se rapprochant de plus en plus de Shinsu. Le directeur se demanda ce qui s'était passé pendant son absence. Et quel genre de personne a créé un Shinsu aussi gigantesque? À ce moment-là, le gars criait et demandait où il était, le petit salaud. Et il a vu qu'il avait vraiment disparu. Mais Cheongeom lui demande ce qu'il lui a dit avant. Il lui a dit de s'assurer qu'il était bien mort. Le type a répondu qu'il avait l'impression que Rahab allait lui infliger une punition permanente. Sphère a demandé ce que le gars allait faire. Si ces types entrent en contact avec le permanent. De celui qui dévorait la lumière en ce moment. Le garçon lui répondit de ne pas dire des choses aussi inquiétantes. Où qu'il aille, il peut le goûter, le trouver et le tuer. Mais il suivra l'odeur du sang. Rahab demande à Danjon ce qui s'est passé ici. L'administrateur répond qu'il ne sait pas. Soudain, un Shinsu géant apparaît. Demanda Rahab d'un air surpris. Soudain? Mais qu'est-ce que ce géant Shinsu, pensa-t-il? Rahab a rapproché sa main de la sienne et lui a dit qu'il s'en occuperait. Et de lui demander d'ordonner à tout le monde de se replier. Rahab utilisa sa magie noire contre la magie lumineuse et tenta d'éteindre Shinsu avec. Mais Shinsu était si grand et si fort que sa magie commença à s'estomper lentement. Mais en un instant, tout changea et la lumière blanche commença à disparaître. Danjon s'est réjoui et a dit que c'était exactement ce qu'il attendait de l'inspecteur en chef des essais. C'était incroyable. Mais Rahab pensait que c'était pour de vrai. Il est impossible qu'un Shinsu de cette taille apparaisse sans raison. Le vérificateur était toujours en colère et a déclaré qu'il s'agissait de constantes sans valeur. Comment ose-t-il se comporter aussi effrontément après avoir enfreint la loi? Mais ils sont toujours condamnés à la peine de mort. Il est temps d'appliquer la peine de mort aux délinquants. Le pion est devenu un monstre et a commencé à attaquer tout ce qui se trouvait à proximité de lui. Mais Arda a soudain voulu lui donner quelque chose. Et elle n'est qu'une pathétique personne vide. Et l'être perdu chevauche les vagues et se laisse contenir dans ce vaisseau. En aval, dans le 6e lac, vit une fée des eaux. Elle a fait la démonstration de ses nouvelles capacités et a montré ce qu'elle pouvait faire. Zaarda est devenue une reine entièrement aquatique et a immédiatement attaqué le pion qui voulait les combattre. Urek pense, comme il s'y attendait, que c'est une femme intéressante. Mais elle revient à la vie. Et puis il ne perdra pas contre elle non plus.
Et il prendra ses batailles pour acquises sans même sourciller. Mais le pion s'est mis à attaquer à son tour. Mais Urek ne s'en est pas soucié, il a continué à le combattre jusqu'au bout. Mais sous chacun de ses coups, le pion s'est simplement désintégré en molécules, puis s'est reconstitué dans son état antérieur. Le vérificateur a dit que c'était inutile. Il a immédiatement repoussé l'attaque d'un homme qui s'était approché très près de lui. Urek s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Mais le monstre a crié qu'ils étaient des idiots et des gens ordinaires. Et il a été créé dans l'atelier, c'est un humanoïde Shurling rempli de Shinsu. Des gens ordinaires comme eux qui ne peuvent même pas manipuler Shinsu correctement et qui ne peuvent même pas le toucher du doigt. Demanda Urek, encore Shinsu? Combien d'autres personnes ne savent même pas comment utiliser le Shinsu? Il se rendit compte que s'il utilisait son pouvoir spécial, il pourrait probablement attraper ce fantôme. Mais il ne voulait pas l'utiliser ici. Comme prévu, il devrait peut-être essayer d'utiliser Shinsu à nouveau. Mais qu'était-il censé faire de nouveau? Mais soudain, il y a eu une énorme explosion, et Rahav a essayé de s'enfuir pour que Shinsu ne le frappe pas. Rahav s'est retourné et n'a pas réalisé comment cela avait pu se produire? Et qu'il était réapparu. Danjon s'est mis à crier qu'il était réapparu. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Rahav demanda à Shinsu, comment osait-il contredire sa volonté? Il s'agit de son territoire après tout et laisse son énergie y circuler. Mais les gars à l'intérieur n'arrivaient pas à suivre et se balançaient dans différentes directions. Rohan demande ce qui vient encore de se passer. Urek s'est également mis en colère et a demandé comment le conducteur pouvait faire fonctionner cette croisière. Zarda choisit ce moment et attaque immédiatement par derrière. Mais le monstre l'a repéré et l'a esquivé. Le monstre appliqua immédiatement sa puissante énergie et attaqua à son tour la jeune fille. L'impact a été si fort qu'elle n'a même pas pu suivre et a traversé le mur avec son corps. Le monstre lui a dit que si elle ne récupérait pas son billet avant la fin des 30 minutes, elle serait éliminée du test. Alors, qu'elle abandonne et se laisse manger. Zarda a répondu que cela l'agaçait même. C'est pourquoi la gouvernance dure est la pire des choses. Elle accepte l'offre du chef des examinateurs. Combien de fois devra-t-elle lui répéter qu'elle a obtenu le ticket à la loyale grâce à ses propres compétences? L'écouterait-il pour une fois? Soudain, une herbe étrange fleurit à côté d'elle et l'entoura. Cette herbe s'appelait Rotala Rouge. C'est une fée qui vit au milieu de la 5e rivière. Urek fut surpris et demanda ce que c'était. Zarda a demandé ce qui n'allait pas chez lui. Pourquoi l'humeur avait-elle soudainement changé? Urek constate qu'elle est devenue très forte. Zarda dit que son nom est l'eau qui coule le long de la rive et la rend écarlate. Avec la folie de la rivière. C'est vraiment le nom de rage. L'eau a commencé à combattre le monstre et l'a immédiatement coupé en petits morceaux. Mais le monstre continuait à se régénérer. Et reprenait sa forme initiale. Urek vit qu'elle l'avait coupé. Mais que lui était-il arrivé, pensa-t-il? Et elle vient d'entrer dans la tour. Et comme il peut le voir maintenant, elle est folle. Et folle dans sa tête. Le monstre est un peu surpris et demande d'arrêter. Et il reconnaît ce qu'elle a dit. Il va s'en occuper tout de suite si elle le veut. Et il sait qu'elle a reçu le devoir de la part du surveillant de l'examen. Mais le ticket qu'elle est censée avoir n'est pas le bon. Et c'est ce garçon aux cheveux argentés qui l'a. Et il tient son billet. Depuis qu'elle l'a volé à quelqu'un, c'est son billet. Demandez-leur donc d'échanger leur billet. Comme ça, ils passeront tous les deux. Zarda lui dit que cela signifie que le monstre dit qu'il aurait dû dire cela il y a 5 minutes. Zahara a attaqué le gars et a dit qu'il était en d'arranger les choses entre eux. Et de lui faire remettre le billet qu'il doit donner. Urek a répondu qu'ils auraient dû échanger leur billet pacifiquement, n'est-ce pas? Zarda lui a répondu que non, qu'il perdrait son billet et échouerait, et qu'elle prendrait ce billet et réussirait. Elle le lui a dit immédiatement. Et maintenant, il est sa victime. Zarda ne perdit pas de temps et l'attaqua immédiatement. Mais le garçon réussit à esquiver et à se défendre contre son sabre. Mais en un instant, Urek saisit son sabre et sentit le flux de Shinsu. Il la lâcha immédiatement et s'écarta. Urek a dit que tout le monde pouvait utiliser Shinsu. Et à ce stade, il est le seul à ne pas avoir de Shinsu. Zarda s'est jeté sur lui et lui a crié de mourir immédiatement. Il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un renforcement normal. Il devait y avoir une sorte de restriction. Et s'il attend que le délai de restriction soit écoulé, il ne pourra pas changer de billet. Urek s'est rendu compte que ce n'était qu'un mal de tête et quelques tracas. Et utiliser tout son pouvoir contre cette femme ne me semble pas juste. S'il veut le faire à sa façon, il devrait essayer d'utiliser Shinsu. Urek décide d'aller jusqu'au bout. Et avec toute son énergie, il se déchaîne. Danjon a crié à l'observateur principal qu'il n'avait pas disparu, mais qu'il était réapparu. Et il devient encore plus grand. Et elle s'approche déjà de la croisière.
Rahaav a lui aussi vu que ce Shinsu se dirigeait vers la croisière. Urek l'a entendu aussi et a compris qu'il se dirigeait dans cette direction. Urek sentit la puissante énergie de Shinsu dans ses mains. Il la vit et ne put croire à ce qu'elle avait rassemblé. Urek a demandé si elle pouvait le voir. C'est un Shinsu. Il peut le voir aussi. Zaarda répond qu'elle le félicite. Et au fait, doit-il vraiment continuer à se rassembler comme ça? Demande Urek, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne lui semble pas normal. Zaarda en profite pour attaquer. Mais Urek s'est retourné et a répondu, qu'il en soit ainsi, et décida de le pointer droit sur elle. Rahaav avait observé la direction prise par Shinsu pendant tout ce temps. Et il a trouvé la pièce d'où tout venait. Rav utilisa à nouveau son énergie noire et déclara qu'il n'y avait aucune chance. Tous les gens, les animaux et les plantes de cet endroit, et même le Shinsu lui-même, échappaient à sa volonté. Danjon s'est tourné vers le directeur et lui a dit que s'il attaquait de cette façon, la croisière, mais les gars n'ont même pas fait attention et ont continué à se battre. Mais en rétractant leur tête sur les côtés, ils virent que quelqu'un les attaquait, et l'énergie ne ressemblait pas à celle de Shinsu. Urek s'est retourné et a décidé d'affronter cette énergie. Et la repoussait avec son Shinsu. Zaarda n'était pas en reste non plus, et avec son coup d'épée Shinsu, elle a décidé de l'aider. Ils formèrent tous deux une équipe et affrontèrent l'énergie noire. Lorsqu'il vit son adversaire en face de lui, Urek lui demanda ce qu'il faisait ici. Rahaav a répondu que l'endroit où Shinsu se rend est pour lui normal. Urek demande, alors qu'est-ce qu'il y a? Et s'il a des plaintes à formuler, qu'il descende.